Salut à tous. Avant de commencer le podcast, juste je vous parle un petit peu de la page et du site Underground Nutrition. Dessus, vous pouvez voir sur la page Instagram toutes les nouveautés qui rentrent. Et puis également sur le site, vous avez beaucoup de compléments alimentaires, notamment sur la partie santé qui est très complète. Je vous laisse découvrir ça. J'ai pas de code promo particulier. Greg en a un, Greg avec qui je fais des podcasts là, donc tout de suite. Donc je vous laisserai son code à lui. En tout cas, voilà, en termes de livraison, même aussi si vous avez des questions, Underground Nutrition répond très rapidement. Donc voilà, je vous laisse avec ça et puis je vous souhaite un bon podcast. Ok, donc on se retrouve du coup pour un nouveau podcast, du coup un podcast cette fois avec Gauthier et Greg. Donc bah merci tous les deux déjà d'avoir accepté et puis même d'avoir joué le jeu parce que c'est vrai qu'on discute depuis un petit moment tous les trois sur Insta. Donc là ça va être cool de faire ça. En premier lieu, bah, j'aimerais que vous vous présentiez si ça vous dérange pas. Je sais pas qui c'est qui veut commencer du coup. Narodam. Donc c'est moi. Bah moi Gauthier, donc je suis athlète depuis maintenant 2014 et je commençais la muscu en 2011. Avant je faisais beaucoup de sports extrêmes, du karaté. J'étais sportif depuis tout petit. Le body, donc j'ai fait des compètes depuis 2014 chaque année. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, je suis devenu athlète international IFBB en 2019. J'ai participé à 2 NPC récemment, donc au Portugal, en classique physique, ce qui a été une erreur pour ma part parce que je suis descendu trop bas en poids. Donc du coup, c'était assez compliqué de paraître rond et plein sur scène. Et ensuite, j'ai fait l'Italie en heavyweight, donc moins de 102 kilos. C'était en septembre dernier. Et là, je suis parti avec un nouveau préparateur, Darren Farrell, sur un hors-saison, dans le but de construire de la viande pour être bien compétitif sur les heavyweight en moins de 102, parce que sur la ligne, sur la structure, je suis bon, mais il me manque de la viande pour cette catégorie. Voilà, donc du coup, je travaille là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. C'est quoi la prochaine échéance du coup? Là, pour l'instant, on n'a pas fixé de date, Ouais. mais plus sur se dire au moment où je serai prêt, fixer une date, tu vois. Plutôt Ouais. travailler sur le off. Je pense que c'est une erreur que j'ai faite, c'est d'enchaîner chaque année des compétitions. J'ai fait 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, chaque année, jusqu'en 2021. Et là, c'est vraiment la première année où je me dis vraiment travailler du tissu, de la viande, Ouais, prendre le temps quoi. prendre le temps de revenir prêt. Ouais, Donc, pour afficher des progrès. Ouais. Darren, il me disait peut-être fin 2022, mais autant ça peut être début 2023, je sais pas. Ouais. Ouais, bah c'est bien, mais je pense que justement, on en parlera après dans le podcast, mais l'importance du off-season, c'est bien je pense que c'est une approche que les gens ont. De toute façon, on est dans l'immédiateté, donc on veut vite aller au résultat et à la compétition et à la carte pro maintenant. Mais des fois, il faut aussi prendre un peu de recul. Donc je pense que là, c'est la bonne transition pour que Greg se présente, vu qu'il est en tant que préparateur aussi confirmé et athlète. Je pense que tu vas te présenter et confirmer peut-être ce que je dis. Ouais, salut tous. Du coup, moi, c'est Greg, Greg Physique sur Instagram, pour ceux qui connaissent pas. Moi, je suis venu à la muscu en 2010. Avant ça, je faisais beaucoup de courses à pied. Pour ceux qui ont des références, je faisais le 10 km en moins de 33 minutes. J'étais très léger. Je faisais à peine 50 kilos quand j'ai démarré l'entraînement en musculation. Donc, je suis venu à la muscu en 2010. La première compétition, c'est 2015 au championnat de France IFBB en bodybuilding classique.
où je fais 5e. C'est pas un super résultat, mais bon, c'était la première fois. Ensuite, j'y suis revenu en 2017, toujours dans cette catégorie. Pareil, c'était pas encore suffisant. Donc c'est pour ça que je te rejoins, Alex, là, sur le hors-saison. Et puis maintenant, avec même mon expérience de préparateur, les gens, ils veulent aller trop vite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, si tu veux avoir un physique compétitif, équilibré, avec des belles insertions et une qualité, une densité, une dureté, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui arrivent à grossir très vite, mais c'est souvent au détriment de l'esthétisme. Et pour moi, le bodybuilding, ça reste malgré tout de l'esthétisme. Même si maintenant, quand on voit les Open à Olympia, on se demande si c'est vraiment toujours esthétique. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Ouais. Donc voilà, moi j'ai commencé à préparer des athlètes. Ma toute première athlète, je l'ai préparée en 2016 pour les championnats de France IFBB dans une catégorie fitness. C'est la catégorie où il y a les chorégraphies à faire là. Donc elle est championne de France cette année-là, et l'année d'après, on a basculé sur body fitness. Elle est championne de France 2017 body fitness. J'avais un main aussi à l'époque qui fait 3e. En moins d'un 75, je crois. Après, j'ai mis un petit temps d'arrêt à la préparation des athlètes parce que la vie, tout simplement. Et je suis revenu à la préparation, au coaching à proprement dit en 2019. J'ai arrêté mon activité professionnelle, ce que je faisais avant. Moi, je suis ancien militaire. Après, j'ai fait un peu de poids lourd, mais j'ai arrêté cette activité professionnelle en 2019, en septembre 2019. Et je me suis consacré au coaching depuis. Et depuis, je pense que j'ai eu à peu près, je dirais 100, 200 personnes entre les mains. Alors, il n'y a pas que des athlètes, forcément. Aujourd'hui, je dois coacher environ, si on parle d'athlètes, je dois coacher environ une trentaine d'athlètes. J'en ai 14 de mémoire en préparation sur le premier trimestre 2022, là. Dans toutes les catégories, quasiment. À part peut-être wellness et women's physique. Donc voilà, en termes de préparation, moi j'ai déjà préparé des gens. Alors, je suis revenu sur les compétitions en 2019 moi-même. J'ai fait le Pro Qualifier à Londres en 2019, où je fais 3e en beginner, en débutant, novice, je crois, et je suis hors top 6 en open, mais parce que j'ai pas suffisamment de masse musculaire, surtout sur la partie basse de mon corps, ce qui est un point faible chez moi. Et puis je suis revenu à la compétition en 2021, cette année à la Coupe de France IFBB. J'ai choisi de retourner à l'IFBB parce que, en fait, tout simplement, c'est ce que je me tiens à dire aux gens qui comprennent pas qu'il y a une grosse part de génétique dans ce milieu-là. Et que pour moi, la NPC, c'est une fédération à génétique, pas 100% génétique, mais il faut quand même être très prédisposé pour performer sur cette fédération, je trouve. Moi, je le suis pas. Clairement, je suis pas fait pour ça à la base. J'ai des tout petits os, voilà, je te dis, je fais 50 kilos quand je démarre. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui est prédisposé à 100% pour faire ça. Et de toute façon, tu t'en rends compte, parce que t'as beau travailler aussi dur, même peut-être parfois plus dur que certains, utiliser ce qu'on peut utiliser dans le milieu, ça prend pas comme sur certains athlètes, quoi, tu vois. Là, en ce moment, j'en ai la preuve avec ma femme qui concrètement fait de la vraie musculation depuis un an, depuis que moi je m'en occupe. Et je pense que ça va faire un physique très très compétitif. Alors je veux pas faire des plans sur la comète, mais je pense que ça va être une belle saison pour elle. Donc il y a une grosse part de génétique. Moi je l'ai pas, c'est comme ça. Après, pour autant, je suis un passionné, donc je continue. Je m'entraîne pour moi, je m'entraîne aussi pour revenir à la compétition, mais je prends plus de temps maintenant. Et puis pour ce qui concerne les athlètes, j'ai emmené un classique physique à Alicante en 2020 qui fait top 15 sur 37 athlètes. Là, il y a un très très gros plateau avec un très très gros niveau à Alicante cette année-là. Ouais. C'était post-Covid, non, c'était en fait, si tu veux, on a été confiné en mars, ça a été déconfiné en juin et c'était en octobre. Ouais, mais c'était quasiment
La C'est, première grosse compète, ouais, c'était la c'est ça, première hein? grosse compète. Il y avait l'Europa Pro avec tous les gros qui étaient là. Il y avait Ouais. Olice, il y avait Regan, il y avait Ouais, c'est ça. en classique. En classique, il y avait Zangarella, l'Italien là qui gagne. Enfin, Ouais. tu vois, il y avait des très gros plateaux, que ce soit chez les pros, chez les amateurs. Donc bon, compliqué, hein, parce que lui, c'était la première fois qu'il venait à l'international Ouais. en classique physique. Donc bon, c'est pas trop mal, je trouve. Ouais, c'est clair. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, après, j'ai fait de petits open avec des jeunes qui avaient jamais concouru. Et puis cette année, enfin l'an dernier, du coup, parce qu'on est en 2022, j'ai un classique physique qui a fait 3e Europe à IFBB là. Et puis moi, avec un autre classique physique là qu'on a fait la Coupe de France au mois d'octobre. Donc lui il gagne dans les 2 catégories, en classique et en body classique. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. J'ai pas eu de chance en fait parce que j'ai commencé à préparer des athlètes septembre 2019, il y a eu le Covid en mars Ouais. 2020. Donc si tu prends l'année 2020, en début d'année, j'avais pareil à peu près autant que là. Je devais avoir une douzaine d'athlètes qui devaient monter au début 2020. Puis bon bah voilà, hein, c'est tombé à l'eau, tout le monde sait pourquoi. Donc j'espère que cette année il y aura pas de problème parce que j'en ai quand même quelques-uns là qui sont susceptibles de faire des bons résultats en plus. Ouais. Donc j'espère que la notoriété. Euh, Va alors je grandir. fais pas ça je fais pas ça pour être populaire, hein, Mm. mais enfin voilà, aujourd'hui je pense que en France il y a plus énorme de très bons préparateurs. Je pense que tu peux les compter sur le doigt d'une main. Des gens qui font attention et à la santé des gens et à faire les choses correctement. Je pense que j'en fais partie maintenant. Ça met un peu de temps. Ouais, c'est compliqué. Même moi, je vois, c'est compliqué parce que je suis pas quelqu'un de marketing sur Instagram notamment. Et les gens, Mm. c'est ce qu'ils veulent avant tout maintenant. Ouais, Donc, faut être marketing. Il faut. Après, moi, c'est pas trop mon cheval. Enfin, c'est pas trop mon truc, mais il faut être dans l'empathie, il faut être dans le social aussi un petit peu. faut faire du social. Ça, c'est clair. Donc moi, je suis assez direct et je manque de tact souvent. Mais enfin, encore une fois, pour moi, c'est pas ça, quoi. Pour moi, prendre un préparateur, c'est pas pour lui dire le matin, enfin, je sais pas, lui envoyer la photo d'une ceinture où t'as fait un trou dedans parce que t'as maigri ou. Je vais à l'essentiel et avec des outils, voilà, très simples, très basiques. Je travaille avec WhatsApp. Je fais pas de beaux tableaux de belles couleurs. Mais aujourd'hui, si tu demandes à un Seto ou un Tuor ou un, je sais pas moi, pour être plus proche de nous en France, Yacine, c'est pas des gens qui font des fioritures, tu vois. C'est des gens qui vont à l'essentiel. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu fonctionnes comme ça, Gauthier, aussi avec Darren? Ou il t'envoie vraiment un truc complet? Ouais, c'est uniquement par WhatsApp. Ouais. Ouais, par Moi, WhatsApp. Darren, je le connais. Moi, enfin, excuse-moi, Gauthier, je le connais, Darren. En fait, Gauthier, aujourd'hui, il est chez Darren Farrell. Je pense que c'est en partie après une grosse discussion qu'on a eue parce qu'on se connaissait pas plus que ça. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît réellement. Déjà, on s'est jamais vu en vrai avec Gauthier. Ça viendra sans doute, mais moi, j'ai fait ma prépa pour la Coupe de France. Ma dernière préparation, je l'ai faite avec Darren. Ok. Et en fait, Gauthier, il est venu me parler. Je crois qu'à la base, il était venu me parler de Dorego. Parce que pareil, en début 2021, je crois, je sais plus, début 2020, j'avais entamé une préparation avec Jamie. En fait, moi, j'ai été coaché par 3 personnes. J'ai été coaché par Yacine en 2018, 2019, ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai fait un break avec le coaching pour moi. J'ai pris Jamie en début d'année 2020. Il y a eu le Covid, donc on a eu le prépa avorté au bout de 3 semaines. On a basculé sur leur saison et j'ai pas aimé. Pour dire ce qui est, Dorego très compétent, mais c'est trop radioactif, quoi. Tu vois. Ouais. Donc après, j'avais rencontré Darren Farrell parce que j'avais été en Angleterre c'est en octobre. Après Alicante, non, avant Alicante, j'avais un athlète qui faisait Londres et on avait rencontré Dorego et Farrell parce que Farrell à l'époque, avant de s'embrouiller un peu avec, il était coaché. Bon, il est revenu maintenant, mais il était coaché par Jamie. Et j'avais rencontré Darren et sa femme là.
sur une séance d'entraînement, j'avais accroché avec le bonhomme. Donc en fait, naturellement, après Dorego, je me suis rapproché un peu de lui. Et il s'est avéré que c'est un mec qui est très compétent, qui fait attention à la santé des gens, qui fait pas n'importe quoi. Et puis c'est un mec qui est très disponible quand même, parce que ça devient rare maintenant dans le milieu. Pour avoir travaillé avec d'autres, parfois t'attends 12 heures, 24 heures avant d'avoir des réponses au bilan, et ça, c'est compliqué. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Donc moi j'ai fait ma prépa avec lui. Ça s'est bien passé. Bon, après j'ai eu une petite galère en fin de prépa. J'ai attrapé comment ça s'appelle? J'ai un poil sous peau qui a poussé au niveau de la colonne vertébrale juste en bas dans le dos là. Ça m'a fait un espèce de truc comme ça dans le bas du dos avec une inflammation de fou. C'était une grosse galère. Du coup, je suis pas arrivé je suis pas arrivé à 100% de la condition physique à cause de ça. Mais enfin voilà, c'est quelqu'un qui sait travailler, c'est quelqu'un qui est dispo, c'est quelqu'un qui est très technique, qui a réponse quasiment à toutes les questions que tu peux lui poser. Donc en fait, quand Gauthier est venu me parler de Dorego, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas de langue de bois. Moi, je lui ai dit, Dorego, il est bien, mais Dorego, le problème, c'est qu'à mon avis, la santé. Déjà, par définition, le body, c'est pas un sport santé, donc si on fait des trucs, si tu commences à être à des 3 grammes la semaine, quoi, tu vois, ça devient lourd, quoi. Donc, ça me fait penser un peu à. Je suis j'en parle souvent, je suis quand même sur le site de Train by JP. Je suis le log de Jordan Peters. Il y a des moments, je me dis, putain, le mec, il nous explique chaque jour quasiment que de toute façon, il peut plus faire ci, il peut plus faire ça, il peut plus faire ça, à cause de tout ce qu'il a fait avant. Ouais, mais Jordan, le problème de Jordan, c'est que c'est un super coach. D'un point de vue structure, c'est pas un athlète qui a été fait pour ça, mais non. Le problème, si tu veux, c'est que Jordan, il a tout expérimenté sur lui, quoi. Et tu vois, moi, pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui le côtoient et qui font partie de son entourage proche, il a fait des choses que, tu vois, faut pas s'étonner. Aujourd'hui, faut pas s'étonner si psychologiquement c'est compliqué, quoi, tu vois. Il a plus de système digestif. Psychologiquement, tu vois que le mec, il est toujours en haut, bas, haut, bas, haut, bas. Tu vois plein de trucs comme ça. Tu vois qu'il se blesse quand même très souvent pour un athlète quand même qui est censé être chevronné. Et en fait, tu te dis, et même le problème, c'est que je trouve qu'il a encore des protocoles élevés, mais c'est aussi, c'est la conséquence de ce qu'il a fait avant. Et tu te dis, comme tu disais, faut réfléchir, en fait, faut s'en inspirer pour faire les choses un peu plus intelligemment, même si, on voit bien que quoi qu'il arrive, à un moment donné, si t'abuses, de toute façon, t'auras des problèmes. Et de l'autre côté, j'ai encore vu le post d'une athlète figure qui est pro canadienne là. Et dans une des questions-réponses qu'elle faisait, elle disait non, les produits, il y a aucun souci tant qu'on est intelligent. Tu peux pas le savoir à l'avance. Non, mais ça, tu vois, moi quand j'ai commencé à solliciter Jamie Dorego, je sortais de chez Yacine. Aujourd'hui, je pense que c'est un secret pour personne. Yacine, c'est pas quelqu'un qui force sur la chimie. Moi, quand je me suis rapproché de Dorego, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, voilà, je me suis préparé avec ça en 2019. Est-ce que ça va être plus que ça? Est-ce que ça va être moins que ça? Est-ce qu'il y aura, Et le gars, il te dit, non, ça, c'est suffisant. Donc bon, vas-y, on y va, quoi, tu vois. Et au final, de toute façon, on peut, moi, je n'ai pas grand-chose à cacher aujourd'hui, tu vois. En 2019, je me suis préparé avec Yacine du début à la fin, j'ai utilisé 4 molécules, tu vois. Et pas les 4 en même temps. Avec Dorego, à 3 semaines de concourir, quand on a été confiné, je crois que j'en avais 7, tu vois. Donc, ça n'avait pas le même physique qu'avec Darren aussi. Donc, c'est compliqué, quoi, tu vois. Et alors que tu lui poses la question, le mec, il te dit non, ça va aller, c'est bon. Et puis, au final, les semaines passent et il te fait un bilan, 2 bilans, et puis t'en rajoutes une là, il t'en remet 50 mg là.
puis tu finis avec, ouais, je te dis, je sais plus, 6 ou 7 molécules avec des dosages quand même. Ouais. Tu vois, je fais 85 kilos, quoi, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça. et puis, tu vois, pour en avoir déjà parlé avec d'autres, avec des gens qui le font pas, enfin, je veux dire, même des Open, même des 212, même des classiques physiques qui font Olympia, ils vont pas, enfin, les gens qui sont intelligents, ils vont pas dans l'extrême, quoi, tu vois. Non. Aujourd'hui, un mec comme Terence Ruffin, il va pas dans l'extrême. Et Terence, bon, il est ce qu'il est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin, si c'est fait correctement, il n'y a pas besoin d'aller faire des trucs de fou furieux et de mettre, Ah, c'est ça. de passer, de Fausses passer ta croyances. vie. C'est des fausses croyances parce que souvent les amateurs, ils en voient plus que les pros finalement. Ouais, ouais. Ouais, les retours que j'ai, parce que bon, bah, mine de rien, depuis que je fais les podcasts, j'ai eu de la chance de parler avec beaucoup de pros en off. Euh, c'est pas eux qui prennent le plus, hein, c'est sûr. Non, non, non. Ça, c'est une certitude. Mais de toute façon, tu peux pas, tu sais, il y a des, enfin, si on prend la pharmacologie, il y a des trucs que tu peux pas faire. Quand tu vas aller dans de l'extrême, à mettre des 2, 3, 4 grammes la semaine, il y a forcément des réactions derrière. Et même si on a des outils pour les éviter, éviter ces effets secondaires, tout ce qui est œstrogène à gogo, tout ce qui est prolactine, tout ce qui est, tu vois, rétention d'eau, les gens qui ont du mal à couper les cannes, tout ça, mais ces gens-là, c'est parce qu'ils mettent trop de produits, tu vois. Mm. Et il y a un moment, enfin même, tu vois, on peut en parler avec Gauthier, il en a fait les frais là il y a pas longtemps, même sans parler de stéro, à vouloir entre guillemets en faire trop, il y a un moment, physiologiquement, tu vas plus dans le bon sens, tu Ouais, vois. tu vois, c'est ça. Et là, ce qui s'est passé, Gauthier peut t'en parler, tu vois, on en a discuté tous les deux là il y a quoi maintenant, peut-être 3 semaines, un mois. Darren Farrell, il lui demande de faire 3 on, un off, 2 on, un off, je crois, de mémoire. Et Gauthier se sentait bien. Il a voulu, entre guillemets, se dire, vas-y, je m'entraîne tant que je suis pas fatigué, ça va. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a un moment, sa sensibilité à l'insuline, elle a merdé parce que sur ses jours d'entraînement, il a plus de carbs que sur ses jours de repos. Et il y a un moment, le système, il sature, tu vois, et tu peux pas dire, je vais m'entraîner, manger 700, 800 grammes de carbs tous les jours et ne pas dérégler ton organisme. Et c'est exactement les mêmes problèmes que tu vas avoir si tu vas parler des stéros, quoi, tu vois. Il y a des trucs, tu peux pas le faire parce qu'il y a un moment, physiologiquement, ça va plus. Et t'auras beau mettre un anti-œstrogène tous les 2 jours, t'auras beau te dire, vas-y, je vais m'hydrater un peu plus, ou baisser mes lipides, ou tu vois, physiologiquement, ça va pas. C'est comme tous les gens. Moi, aujourd'hui, tu vois, ça a été mon cheval de bataille. Maintenant, ça fait bien maintenant 2 ans que je suis là-dessus, que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est même pas qu'en France, c'est en Europe, j'ai envie de te dire, aux gens qui mettent des produits, que mettre des produits, c'est bien. Maintenant, si tu mets des produits et que tu sais pas à l'intérieur comment ça se passe, et faire en sorte que ton foie, tes reins, ton système cardiovasculaire, la qualité de ton sang, elle soit correcte, mais tu peux envoyer 5 grammes la semaine, ça va rien faire, hein, tu vois. Je prends toujours l'exemple, parce que je suis voiture, moi, tu vois, comme mec. Demain, tu vas pas t'acheter une Féfé ou une Lambo et mettre du samplon 95 dedans, ça n'a pas de sens, tu vois. Et les gens aujourd'hui, ils ont pas compris ça. Ils sont là et quand tu leur dis, tiens, achète un Support Max ou achète un Lovert ou achète un Vital Support, ils vont te dire non, moi, 50 balles là-dedans, je préfère les mettre dans une chaude de testo. Déjà, t'as rien compris, tu vois. Ouais, mais rien que le fait, même sans parler de compléments, le fait de, il y en a, ça les scandalise, et ça c'est bon, ça c'est typiquement français, ça les scandalise de payer pour une prise de sang, Et complète. ouais, mais C'est la base. et puis c'est pareil, tu vois, les mecs, moi je récupère des gens de tous les horizons qui sont passés dans les mains de gens connus, reconnus. Je critique personne, hein, mais quand t'as des gens qui sortent, qui sont à 6 ou 7 molécules, qui ont des physiques, même mon voisin il est mieux. Et puis quand tu lui demandes la dernière prise de sang, elle était faite quand, il te dit, je sais pas, tu vois. Ça commence à être compliqué, quoi. Tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Ça commence à être compliqué. Là, je sais pas si t'as vu, là, il y en a un que j'ai posté
je crois même que c'est le dernier, Benjamin, je crois. Et j'ai posté la photo du début, il y a 11 mois de collaboration, il fait le même poids. Et il y a 11 mois, dans l'état qu'il était à gauche, là, sur la photo, il était à 6 ou 7 molécules. Et il se passait rien, quoi. Tu vois. Il se passait rien du tout. Ouais, Et on a eu la conversation. Non, mais après, encore une fois, hein, faire le petit chimiste, c'est bien, tu vois. Maintenant, si tu sais pas ce que tu fais, ça marche pas, hein, tu vois. Et il n'y a pas besoin d'aller dans les extrêmes et pour avoir des physiques. Hein. C'est pas vrai. Hein. Et là, par contre, c'est ça qui est bien aussi sur le site de JP, c'est que on voit les athlètes pros, ceux qui postent peut-être le moins d'ailleurs, on voit que c'est pas ceux on voit que c'est pas ceux qui prennent le plus quand ils sont assez transparents. J'espère en tout cas que ce qu'ils mettent dessus, je pense que c'est à peu près vrai. Tu vois que quelqu'un comme Darren, il est pas fou dans ses dosages. Marc Hector, j'ai l'impression que c'est pareil. Alors pourtant c'est un bœuf. Kuba, je suis un peu moins fan entre guillemets de son protocole parce que je trouve quand même qu'il envoie et c'est pareil, il joue avec le feu un peu, notamment sur tout ce qui est sensibilité à l'insuline, comme tu disais. Sur tout ce qui est en fait je trouve que moi à mon avis, hein, j'espère me tromper pour lui, hein, son métabolisme dans quelques années va vraiment être pas beau parce que entre T3, T4, métaformine, tout ça. Alors après, c'est des outils que tu peux utiliser, attention, hein, encore une fois. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est des outils que bon, alors je pense que Cuba, enfin moi, ça fait longtemps maintenant que je le suis. Je suis quand même assez fan de ce qu'il fait, de sa vision du bodybuilding. Après, Ça, je suis d'accord. le côté chimique de l'affaire, c'est le côté chacun voit midi à sa porte, tu vois. Mais encore une fois, c'est des produits, c'est des outils que tu peux utiliser, mais il faut les utiliser au bon moment et il faut les utiliser en connaissance de cause, tu vois. Et il faut, enfin, tu vois, il y a tout un tas de corrélations entre chaque molécule. C'est comme même pour un bilan vitaminique et minéral, tu vois. Oui. Et il y a des choses qui fonctionnent ensemble. Donc bon, si à partir de là tu sais les faire fonctionner ensemble et que tu continues à contrôler régulièrement ce que tu fais, normalement il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est sûr que venir mettre de la metformine ou du T3 ou du T4 à outrance, c'est quand même un petit peu plus dangereux que de se mettre une testo. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça peut être fait. Encore une fois, ça peut être fait, tu vois. Moi, la metformine, je l'ai déjà utilisée. Il faut l'utiliser quand elle a besoin d'être utilisée. Il faut pas l'utiliser tout le temps. Ouais, il faut vérifier ton taux de sucre sanguin. Il faut avoir un appareil chez toi. Donc, bon, Cuba est là, c'est sûr, tu vois. Elle doit être mise quand, à un certain moment dans ton hors-saison, le matin, tu te réveilles après avoir jeûné pendant 7 ou 8 heures et que tu as un taux de sucre sanguin qui est à plus de 1 gramme, tu vois. Là, tu peux l'utiliser. Là, tu peux l'utiliser, mais avant d'utiliser ça, il y a d'autres outils qui sont pas chimiques, tu vois, qui peuvent retarder l'utilisation de la metformine, tu vois. Quelqu'un qui va se lever avec une glycémie un peu haute, c'est quelqu'un qui devrait faire un peu plus de cardio. C'est quelqu'un peut-être qui devrait changer ses sources de lipides le soir au coucher parce que peut-être que ça ralentit trop sa digestion. Enfin, tu vois, il y a un tas de choses que tu peux faire avant d'utiliser de la chimie. Mais bon. Après, Cuba, il est ce qu'il est. Hein. Moi, je l'aime bien, donc je vais pas le critiquer, ce mec-là. Non, alors moi, ce que j'aime bien, vraiment, il y a des choses que je remets un petit peu en tout cas, qui moi personnellement, ça me fait questionner par rapport à son approche sur la partie chimique, sur la partie entraînement, sur la partie mode de vie, sur la partie bodybuilding. En fait, je trouve que le mec, c'est un exemple. Un exemple, il est, enfin voilà, c'est un mec, il est dédié à ça à 300%. Enfin. Mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Cuba, avec l'hygiène de vie qu'il a, avec tout ce qu'il fait, Cuba, à la base, génétiquement, il est pas prédisposé pour être bodybuilder, tu vois. Parce que tu prends un mec comme, je sais pas moi, comme Hit, il a pas 50% du lifestyle de Cuba Cielen, tu vois. Et pourtant, c'est un mec qui a été Olympia, enfin. Donc bon. Non, mais c'est sûr. Il a décidé de faire un gros pour revenir encore plus compétitif, il disait Cuba. Ouais, non, c'est ça.
il veut faire que 2023 maintenant, mais Ouais, parce que là, il se trouve pas assez gros, quoi. Ben, après, tu le vois sur des plateaux avec Théo Le Guerrier, quand ils ont fait l'Arnold, Angleterre. ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est Donc, qu'après, voilà, en Angleterre, en plus, parce que je crois que son prochain, enfin, le show qu'il a prévu, c'est justement l'Arnold UK 2023, je crois. Mais c'est pareil, il va se retrouver encore face à Jimmy le Giant, qui lui est en train de grossir à vue d'œil. Il y aura Mark Hector peut-être, il y aura peut-être James Hollingshead, Théo peut-être qu'il viendra encore le faire. Tu vois, tu dis Mais de bon toute bah. façon, il y aura tous les gros Européens de toute façon. Donc, Et lui structurellement, il sera toujours limité par rapport à ces mecs-là. c'est son problème. Tu vois. Il Et y a des regarde, gens, il y a des... si tu mets un mec à peu près en termes de gabarit, je dirais, comparable, c'est Lee Priest. Et le mec qui est même face aux géants, ils l'ont jamais fait gagner. Non, et puis les Priest, autant, enfin, à volume similaire, il n'était pas aussi lourd que Cuba Cielen, tu vois. Non, mais c'était un fric Ouais. aussi. Génétiquement, c'était un Voilà. fric. Il y a des gens, voilà, et c'est, encore une fois, on peut revenir là-dessus 200 fois, 300 fois. Si t'es pas génétiquement prédisposé, tu vas pas performer. C'est pas possible, tu vois. Cuba Cielen c'est un très bon amateur. Il est passé pro dans les années où on faisait passer pro des gens qui étaient pas forcément ouf. Aujourd'hui, c'est un pro qui est, enfin voilà, il est ce qu'il est. Mais Cuba, il rentrera pas, pour moi, il rentrera pas dans un top 6 sur un gros show en Europe ou aux États-Unis avant. Il peut même encore en faire 3 à 4 des hors-saison, tu vois. Et je suis pas certain qu'à force de, bah, comme tu disais tout à l'heure, métabolisme, il va aller beaucoup moins bien, il va avoir de plus en plus de mal à sécher, il va peut-être déformer sa structure qui est déjà pas ouf en termes d'insertion et compagnie, tu vois. Bah déjà Mais là, après voilà, si tu vois qu'au bout de, parce que cette dernière compète, ça devait être en octobre pour Arnold Classic. Là, en février, du coup, il attaquait une mini-cut parce qu'il voyait que déjà ça commençait à partir un peu en couille. ouais. Peut-être, tu te dis déjà, il y a des limites, quoi. Potentiellement, il est limité, quoi. Mais oui, il est limité par sa physiologie et par sa structure. Tu peux faire ce que tu veux, hein, tu sais. Il y en a plein, c'est comme ça. Enfin, tu vois, des gens qui ont un lifestyle quasiment similaire à celui de Cuba, c'est justement le préparateur à Gauthier, là, Darren Farrell et sa femme, là, Bex, tu vois. Autant Farrell, je pense que génétiquement, il a quand même plus de prédisposition qu'un mec comme Cielen, encore que je suis pas sûr qu'il arrive à performer en classique physique, tu vois, à haut niveau, hein. Mais Ouais. tu prends sa femme, Bex, alors c'est un agneau, elle est gentille comme tout, hein. Mais elle est pas faite du tout pour la musculation. Et elle s'entête à avoir un lifestyle irréprochable. Elle passera. Enfin, pour moi, c'est pas une femme qui va passer pro. Ou alors si elle passe pro, ça va être sur un show, il y aura pas grand monde, tu vois. Et il y a des gens comme ça qui ont des lifestyles irréprochables, mais ça prend pas parce que Ouais. ils sont pas. Mais après, tu vois, du coup, et là, je pense que ça va faire une bonne transition, c'est que moi, j'aime bien ce que disait, je crois que c'était Tom Platz, ou s'il y a Mike Horn, qu'on aime ou on n'aime pas, qui l'ont plusieurs fois répété, c'est que on n'a pas besoin de compétitionner pour être bodybuilder, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, mentalement, ils ont juste besoin d'avoir ce lifestyle parce que ça leur correspond. Et comme ça, et voilà, là, moi, personnellement, si je reprends mon cas, le stage, ça m'a jamais attiré. Je me vois pas du tout monter sur scène, ça me plaît pas, tu vois. Par contre, avoir une diète carrée, m'entraîner, apprendre de plus en plus sur plus en plus de choses. Voilà, bah ça fait maintenant 13-14 ans que je le fais. Je vais pas m'arrêter, tu vois. Mais et puis en plus, je sais aussi que potentiellement, de toute façon, j'aurais aucun intérêt à aller sur le stage parce que je connais ma mentalité. Si j'y vais, je voudrais absolument gagner. Et je sais ce que ça impliquerait parce que je sais que moi, j'ai pas la génétique pour performer en fait de base sur le stage. Pas à l'entraînement, mais sur le stage, j'ai pas la génétique pour performer. Donc ça veut dire que je serais parti sur des trucs débiles. Ça, c'est deux choses différentes parce que tu vois, tu as des gens qui sont pas génétiquement prédisposés à être esthétiques, à être gros, à gagner des compétitions, mais par contre, tu vas aller t'entraîner avec eux, tu vas souffrir. Tu vois, tu vas souffrir. Moi, c'est mon cas. Tu vois, j'ai pas des grosses cuisses, moi. J'ai jamais eu des grosses cannes. Je peux t'assurer que 85% des gens avec qui je me suis entraîné et qui avaient des cuisses grosses 2 fois comme les miennes, 3 fois comme les miennes, ils sont pas bien,
tu vois. Ouais, mais Mais ça, encore une fois, c'est pas parce que tu vas pas performer sur scène que dans la salle, tu vas pas performer plus que ouais, de toute quelqu'un façon, qui le c'est fait. deux performances complètement différentes et je suis, Et encore, tu vois, et une fois, j'avais fait un post là-dessus justement en disant, occupez-vous chacun de vos propres prépas. Enfin, tu vois, c'est pas le jour où les gens montent sur scène, le juge, il va pas juger ta barre de deadlift ou ta mmh, barre de squat, tu vois. Et c'est ça la vérité, c'est que tu as des gens qui sont très beaux sur scène, qu'on auront peut-être fait 60 ou 70% de moins que celui qui est à côté, alors que l'autre, il a un lifestyle irréprochable, il soulève des grosses barres à l'entraînement. ouais, c'est sûr. Mais voilà. Mais là, pour en revenir à l'entraînement, ce que tu dis aussi là, c'est il y a beaucoup maintenant de ce que je vois en salle et de ce que je vois maintenant sur les réseaux, parce que tout le monde se filme. C'est la mode du power building. En tout cas, je pense qu'ils savent même pas que c'est quelqu'un comme Mike Howard notamment qui a un petit peu lancé ça il y a de ça des années et des années. Ouais. Je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Ou alors, en tout cas, je comprends pas dans un objectif euh, de bodybuilding, parce que les mecs ils veulent quand même être gros, être agréable à regarder, on va dire d'un point de vue visuel. À côté de ça, ils vont te faire des mouvements dégueulasses. Ils vont te faire, dans une même séance, ils vont attaquer par du soulevé de terre, puis après, ils ont pas compris, donc ils vont te faire un peu de quadri, un peu après de biceps, limite. Tu vois, ça ni queue ni tête. Et c'est là que je pense que il y a beaucoup d'amalgame qui est fait en ce moment, notamment parce que les Anglais, eux, ils privilégient donc un petit peu plus une méthode heavy duty, même si, en fait, les gens, faut qu'ils comprennent que c'est pas du tout le heavy duty de Mike Menzer. Non. Et versus les gens qui se disent ouais bah de toute façon là j'ai récupéré un petit jeune il y a 2 3 semaines, le mec je pense qu'il faisait plus de volume que Jay Cutler à son apogée, tu vois, le mec il a 19 ans, tu te dis bon c'est pas normal, tu vois, et j'essaye de lui faire comprendre parce que il a du mal à comprendre qu'il en fait trop, donc il y a vraiment ces deux, on est sur un spectre et puis on n'arrive pas à être au milieu en fait, on est soit à l'extrême Non, du mais volume. après, le problème, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, tu vois tout avec les plateformes, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Enfin, tu vois, moi, je suis un peu plus de l'époque enfin, Insta, tout ça. Moi, je connaissais pas jusqu'à il y a 5 6 ans. Enfin, quand j'ai démarré, ça n'existait pas, quoi. Ah bah, moi non plus. Moi, j'achetais les flex, j'achetais les Mm. muscles fitness toutes les semaines, enfin tous les mois, pardon. Euh, donc on est sur une époque où on voit tout et on voit tout chez des gros comme chez des moins gros. C'est-à-dire que tu prends des gens qui s'entraînent avec un volume de fou furieux. Bah tiens, mon ancien coach là, Jamie Dorego, tu vois comment il s'entraîne. Bah c'est compliqué, hein, tu vois. Quand il Mm. t'envoie un plan d'entraînement et que parce que lui il s'entraîne comme ça, hein. Quand il t'envoie un plan d'entraînement et que sur une séance de je sais pas moi de dorsaux par exemple, tu te retrouves avec 7 parfois 8 mouvements et sur les 7 ou 8 mouvements, il va te demander de faire une fois 20 reps, une fois 15 reps, une fois 12 reps et un drop 7, tu vois, de 3 fois 10. Je peux dire que le volume, Ouais. faut que tu l'encaisses, tu vois, parce que la séance elle dure 2 heures et c'est chrono, hein, je veux dire. Et puis enfin, je veux dire, t'as les pulsations du cœur, elles sont à 140, 150, 160 quasiment tout pendant 2 heures, tu vois, parce que tu t'en remets pas du truc. Lui, il arrive à progresser comme ça. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que il arrive à un moment où aujourd'hui il progresse plus. Je trouve. Avec ce genre d'entraînement, il a vraiment un manque de densité, Jamie. Bon, moi, je trouve qu'il progresse plus. Donc après, c'est mon avis, hein. Bah, le problème, c'est Après, que il y tu a tapes pas aussi. dans les mêmes fibres dans ce genre d'entraînement et qu'à un Le moment pur sang. donné, comme tu dis Gauthier, sur le stage, à un moment, ça se remarque. En fait, à chaque fois qu'il se prépare, Dorego, je l'adore. Franchement, c'est un mec qui est super sympa, tu vois. Il y a la partie que j'ai pas appréciée au niveau du off où il y avait trop de chimie et compagnie. Mais par contre, c'est pareil, c'est un mec, et ça, c'est une vérité aujourd'hui, il le dit souvent. C'est un mec qui est très disponible pour ses coachings. Enfin, c'est un mec tu peux l'appeler, il va te répondre au téléphone. Enfin, voilà, c'est un super mec. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il s'est préparé, il a fait Alicante en 2020, il a refait je sais plus ce qu'il a refait, la Roumanie ou je ne sais plus quelle chose, l'Italie, je crois, de 2021. À chaque fois Roumanie qu'il et Alicante, il a refait. Il a fait les deux. Alicante, à chaque fois qu'il monte sur scène, il est lisse comme la porte de mon frigo, tu vois. Donc
il y a un moment, je pense que il y a quelque chose qui va pas à l'entraînement parce qu'on sait tous que la dureté, la densité, la qualité de tes insertions, c'est pas ni la nourriture ni la Mm. chimie qui vont faire que, tu vois. Donc moi Non, je mais trouve qu'il progresse. après, je sais pas comment vous avez attaqué, vous me direz chacun. Mais moi, quand j'ai attaqué, bah, c'était pareil. Donc, c'était il y a 14 ans, ouais. J'ai attaqué dans la salle. Moi, personne s'occupait de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 15 ans. Je suis allé acheter Flex. Et voilà, j'ai Mais attaqué comme ça. t'as fait la même chose que moi, et t'as fait la même chose que Gauthier, et t'as fait la même chose Après, que toi. euh, C'était pas tout à fait pareil. Moi, j'ai commencé en 2011 dans une salle de village, tu vois, ouais, bah, où les gars, ils arrivaient avec les bottes pleines de terre, ils arrivaient de la vigne. Et ils me disaient, si tu veux grossir, tu fais des séries courtes. Si tu veux sécher, tu fais des séries longues. c'est ça. Ouais, c'était ça. Ça prenait comme ça un petit peu, tu Ouais, vois. Il y avait pas tous les réseaux sociaux. Et c'est vrai que non, maintenant, un truc plein d'informations, ben, les gens, ils mélangent tout. Et c'est vrai que moi, quand j'ai des jeunes élèves qui arrivent, ils mélangent tout dans les informations. Ils me disent, oui, mais j'ai vu un tel faire ça, un tel faire ça. Il y a trop Après, d'infos. après, parce à la base, on devait parler de ça. L'entraînement dit low volume. Euh, c'est pas quelque chose que tu peux donner à faire à tout le monde. non. Faut que le Euh, mec sache s'entraîner. Tu Pour vois, les faut débutants. que le mec, enfin, tu vois, faut que ce soit un intermédiaire plus ou un avancé, quoi, parce que c'est des séances d'entraînement où tu vas manipuler des grosses charges. Alors quand je dis grosses charges, c'est voilà, c'est chacun son niveau, hein. Mais c'est une séance d'entraînement où tu es censé manipuler pardon des charges quand même conséquentes. Donc si tu sais pas t'entraîner correctement à la base, déjà il y a un gros risque de blessure. mm, Si tu sais pas mettre en œuvre ces techniques d'entraînement de la bonne manière, c'est pas quelque chose que tu peux traquer. Tu peux pas traquer tes performances si à chaque fois que tu viens faire une séance push-pull ou si c'est un split, hein, peu importe. Euh, je vais te prendre un exemple tout bidon. On se met sur un banc de développé couché, on dit que ton top 7 de 6 à 8 reps, c'est 130 ou 140 kilos, peu importe. Si la personne n'a pas compris qu'à chaque séance, quand elle arrive sur sa séance de push, elle doit faire le même nombre de répétitions, le même nombre de séries d'échauffement avec le même temps de repos et arriver sur son top 7 avec à chaque fois les mêmes dispositions, tu vois, bah ça s'appelle pas du low volume déjà, tu vois. Et les gens, le problème, c'est que à distance, ouais. expliquer Licence. une séance low, Ouais. expliquer une séance low volume, même à un intermédiaire plus ou un avancé, C'est c'est compliqué. compliqué, Ouais, tu exactement. vois, parce que la personne ne comprend pas que, comme je te dis, moi, bon, je fais plus de développé couché à la barre depuis un certain temps maintenant, mais mon premier mouvement dans ma séance de push numéro 1, tu vois, c'est un développé sur une techno-gym convergente. Mm, Euh, et bah quand j'arrive, je m'échauffe à chaque fois de la même manière, c'est-à-dire que je mets une plaque de 20, je fais 20 reps, je mets deux plaques de 20, je fais 15 reps, et je mets trois plaques de 20, je fais 3 reps, tu vois. Et après, je sais que ma série effective, elle est aux alentours des 4 plaques de 20. Je prends 2 minutes de récup après avoir fait mes 3 reps sur les 3 plaques, et là, je fais mon top 7, tu vois. mm. Et je sais que je suis bien échauffé, que je vais pas avoir de problème de tendons, d'articulation, de choses comme ça, ou même musculaires. Et je sais que j'arrive avec la même énergie à chaque fois sur mon top 7. Et là, à ce moment-là, tu peux traquer tes poids, tu vois. Tu peux te dire, OK, là, je suis dans la surcharge progressive. Cette semaine, j'en ai fait 6. La semaine dernière, j'en ai fait 5. OK, là, je progresse, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, il y a aussi, Alors après, il y a le facteur énergie du jour ouais, et sommeil et choses comme ça. Mais déjà, si tu prends pas en compte le facteur que tu peux maîtriser, c'est ce facteur-là, tu vois. Le facteur échauffement, temps de mm, repos avant ton top 7. Donc déjà, si tu prends pas en compte ce facteur-là, ça peut pas fonctionner déjà, tu vois. Et le problème du low volume, euh, c'est qu'à distance, malheureusement, même si tu prends le temps d'expliquer, bien souvent, c'est pas fait correctement. non. Donc c'est pour ça que c'est pas des séances d'entraînement que tu peux donner à tout le monde. Moi aujourd'hui sur mes alors je donne pas de low volume aux gens qui font pas de compétition concrètement. Sur mes 25-30 athlètes, je pense que j'en ai une quinzaine qui s'entraînent comme ça, tu vois. Et j'aimerais en avoir d'autres. Le problème c'est que
j'ai beau essayer de leur expliquer, ils arrivent pas. J'ai beau leur dire, va voir, va sur YouTube, va voir Cuba Cielen, va voir James Hollingshead. Ils comprennent pas la méthode d'entraînement et à chaque fois la même réflexion. C'est ouais, mais pourquoi j'ai que 2 séries sur un mouvement? C'est pas assez, je suis pas fatigué quand je m'en vais le soir, enfin quand je sors de la salle, j'ai pas l'impression d'avoir fait une séance parce que l'intensité elle est pas là. Et Non. justement parce que tu sais pas mettre en œuvre ce type d'entraînement. Puis parce que en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que sur les quatre séries qu'ils font, et effectivement, parce qu'en général c'est ça, on reste et puis on a commencé aussi comme ça nous. Hein. Tu fais ton 4x10, admettons. Ouais, ouais. En fait, combien de sur les donc ça fait logiquement ça fait 40 reps, mais combien sur ces 40 reps sont effectives en fait? C'est ça que les gens ils arrivent pas à comprendre. C'est que sur 40, leur travail, déjà, alors bon, maintenant il y en a qui commencent à comprendre ce que c'est le rire, mais encore, je vois que c'est un petit ouais, peu compliqué. Mais déjà, ils sont très loin de l'échec en général, du vrai échec. ouais. Ils sont les premières reps, bon bah on balance le corps un petit peu parce qu'on n'est pas habitué à la charge, parce que Ah, mais ça, enfin, on tu est vois, mal encore hier, placé. ouais, je suis quelqu'un, j'aime bien, j'aime bien, souvent, je me moque comme ça. Enfin, tu vois, encore hier, j'ai fait ma séance de pull, je fais un lat pull down close grip. Bah, je suis pas comme ça, quoi, tu vois. Je suis pas comme ça. Alors, il reste 2 plaques sur la machine. Mon ego de lifter du dimanche Ouais, me dit, j'ai envie de les mettre, les 2 plaques, tu vois. Euh, mais mon éthique de travail, ma façon de voir les choses me dit reste là et enfin travaille sur cette charge-là et on les mettra peut-être dans un mois, 2 mois les plaques, tu vois. c'est ça. Mais bon, Mais tu du peux coup, voilà, pas. sur les 40 reps, en fait, finalement, le mec, il en a que, si je suis gentil, en 50% qui sont plus ou moins effectives, et là, je suis vraiment gentil. Ouais, t'es gentil. Ouais. Ouais. Et donc, tu vois, du coup, en fait, sur le low volume, comme tu dis, nous, ce qu'on recherche, en tout cas, quand on En fait, planifie ça, c'est que ce soit sur le 100% des reps qui soient effectives. Voilà, en fait, ce que tu recherches, quelqu'un qui va s'entraîner sur un format low volume en le faisant correctement, en fait, tu sais, le bodybuilding, c'est mathématique dans tous les sens du terme. Ah oui, mais C'est-à-dire complètement. que c'est mathématique dans la diète, c'est mathématique à l'entraînement, c'est mathématique en pharmacologie, enfin bref, c'est encore autre chose. Mais ce que tu vas rechercher en passant par une séance low volume que ce soit sur un split ou sur du PPL, hein, peu importe. Ouais, peu importe. Ouais. Au final, c'est le tonnage que tu auras, en fait, le tonnage que tu auras déplacé du point A au point B en utilisant le muscle dont tu dois te servir, et c'est la tension mécanique que tu vas avoir mis sur ce muscle-là, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand les gens font du 4x10, 4x12 ou peu importe, et que, comme tu dis, il y a, allez, on va dire entre 30 et 50% de reps qui sont effectives et qui travaillent vraiment. Mais au final, si tu prends 50% de 20 répétitions où le mec, parce que forcément, il fait 10 reps, donc il va pas mettre autant que toi, qui va faire 6 à 8 reps, tu vois. Et c'est simple à calculer. Sur le même mouvement, le mec, il va faire 4 séries de 10 où il va déplacer 4 fois 50 kilos, tu vois. Donc ça veut dire que le gars, il va avoir déplacé en tout et pour tout 2 tonnes. T'es d'accord avec moi? Si tu Ouais. fais le calcul. Mais sur ces 2 tonnes, si tu enlèves 50, enfin même 50, voire même 70% du travail, parce que c'est pas du travail effectif, au final, il va te rester quoi? 700 kilos, 800 kilos? Tu vois? Alors que toi, à côté, qui va avoir fait du low volume et qui du coup va avoir fait que une série plus un backup set où tu vas avoir mis sur ta première série, je sais pas, peut-être 150 kilos et sur la deuxième 100 kilos, ben au final, t'auras mis plus de tension mécanique sur ton muscle à avoir fait que 2 séries à 100% plutôt que d'en avoir fait 4 à 30 ou 40%. C'est exactement ça. Tu vois? Ouais, non, mais je suis complètement d'accord, et je pense que voilà, faut comprendre que le low volume, on n'est pas dans un sport de force non plus quand on fait ça. Mhm. Après, il faut comprendre, comme tu l'as dit il y a pas très très longtemps, c'est que c'est pas pour tout le monde et on peut pas attaquer directement par ça. Il faut d'abord déjà savoir la technique, parce que il y a un gros problème de technique. On en avait discuté avec Gauthier, on avait fait un sondage, je crois d'ailleurs sur Insta, où on voyait que les mecs en fait ils préféraient, enfin en tout cas dans leur tête, il fallait absolument être intense à l'entraînement, sachant que la plupart c'est pareil, ils savent pas mettre l'intensité, mais ils préfèrent être intense qu'avoir une bonne technique. Ils préfèrent aussi, comment dire, voilà, faire les mouvements, le mouvement le plus en vogue en ce moment sur les réseaux sociaux, plutôt que faire un mouvement qui leur
correspond à leur morphologie, qui leur Ouais, correspond bah, ça, c'est pareil. à leur développement qu'ils recherchent, parce que c'est pareil. Ouais, mais moi j'ai des petites épaules. Ah, mais pourquoi tu fais que du développé incliné? Tu vois, au bout d'un moment, réfléchis aussi. Enfin, c'est plein de Mais tu trucs sais, comme ça. ça rejoint un peu, tu vois, tu dis tu peux pas le donner à tout le monde, et ça rejoint un peu, j'ai vu passer une publication, enfin, où je crois que c'était en story récemment, là, sur le SST, c'était Vulut qui disait ça, tu vois. Mm. Parce que c'est pareil, il y a un moment, le SST, ça a été à la mode, peut-être ça l'est encore, je sais pas, tu vois. Et il y a plein de gens qui voulaient mettre le SST en pratique, mais le SST, c'est pareil. Tu peux pas donner du SST à une Non. personne qui est pas forte à l'entraînement, tu vois. Parce que faire du SST avec 25 kilos sur une barre de développé couché, ça s'appelle pas du SST, tu vois. Et en Mais, fait, c'est un peu la et même même chose avec. si tu enlèves le côté force, même savoir gérer une phase excentrique, tu vois. Parce que Ouais. dans le SST, tu as la partie excentrique qui est assez importante. Mais la plupart des gens, quand tu leur dis déjà de faire un tempo de 4 secondes de descente, on en est très loin des 4 secondes. Ah oui, déjà, t'en es très loin. Et si tu lui demandes de le faire correctement, je pense que la barre, elle est divisée par 50%, tu vois. Exactement. Alors que normalement, ça doit pas l'être, tu vois. Non. Normalement, si tu es capable de travailler avec une charge de 80 ou 90 kilos et que tu dois faire de l'excentrique dessus, euh, tu dois pas descendre à 40 ou 50 kilos. Tu dois peut-être descendre à 70, voire 75 kilos, on va dire, tu vois. Mais tu dois être capable de tenir une phase excentrique avec une charge conséquente, en fait. Bah, Et que ce soit le SST d'ailleurs, ou que ce soit le low volume ou FST7 ou toutes ces méthodes, ces techniques d'entraînement ont été recherchées par des gens intelligents, parce qu'il faut le dire ce qui est, c'est vrai. Tu peux pas donner ça à n'importe qui. Tu vois, tu peux pas donner ça à un mec qui vient vers toi pour du coaching, que ça fait 2 ans qu'il s'entraîne, il sait pas, enfin voilà, il sait pas faire un mouvement correctement. Enfin, il y a encore, moi je trouve que mon plus gros problème aujourd'hui sur l'entraînement, à la limite, c'est peut-être pas forcément l'intensité, mais c'est vraiment un problème de posture, tu vois. Et je me tue à expliquer aux gens que je coach que quand je demande à ce que tu sois en échec, tu vois, c'est pas forcément un échec musculaire à chaque fois. 80% du temps, ça va être plus un échec postural parce que c'est une personne qui, tu vois, c'est une personne qui à un moment va pas réussir à déplacer la charge en gardant la posture telle qu'elle doit être faite, tu vois, et qui va faire 2 ou 3 reps de plus avec une épaule comme ça ou avec un bras comme ça, tu vois. Et là, elle va te dire, ouais, j'ai fait 12, 13 reps. Sauf que les 3 ou 4 dernières reps, t'étais déjà en échec, tu vois, parce que c'est un échec postural. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des gens, parfois, au bout d'un certain temps, quand tu les fais poser, qui ont des asymétries, ou qui ont une épaule plus haute que l'autre, ou qui ont une jambe plus grosse que l'autre, tu vois. C'est parce que ces gens-là, à un moment, ils sont arrivés sur des séries où ils étaient en échec postural avant d'être en échec musculaire et qui ont voulu à tout prix continuer à pousser la charge. C'est ça. Il y a un problème aussi, moi, que je vois pas mal sur ceux qui m'envoient des vidéos de leurs exercices, c'est la tête. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais la tête qui Tiens, bouge dans tous les sens. Ma femme, c'est une plaie pour ça, tu vois. Enfin, ça va mieux maintenant. Mais alors, elle te faisait un développé militaire. Les 2 dernières reps, elle était comme ça, tu vois. Donc, Les gens se rendent pas compte, c'est hyper pathologique, quoi. Mais ouais, c'est ça le problème, c'est que derrière, ça va engendrer mais c'est comme tout, ça va engendrer une réaction en chaîne parce que tu vas avoir une vertèbre qui va se déplacer, parce que tu vas avoir une cervicale qui va se déplacer, et du coup, comme tu vas être comme ça, et ben tu vas tirer plus fort avec ton côté gauche, donc tu vas faire un déséquilibre musculaire. Enfin, tu vois, et c'est tout un tas de choses qui sont en corrélation au final. Ouais, donc du coup, c'est vrai que voilà, je pense que pour les gens qui nous écoutent, le low volume versus le high volume, ben, du coup, déjà, c'est pas adapté à chaque personne. Il faut aussi prendre en compte l'adhérence de la personne. Si quelqu'un vraiment tolère pas, entre guillemets, de faire. Ça c'est autre chose, tu vois. Moi, j'en ai un là, j'ai un maître physique. Et je sais que le low volume, c'est pas fait pour lui. Alors qu'il le fait très bien, hein, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi et avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'aller m'entraîner plusieurs fois et de lui montrer vraiment la technique d'entraînement et tout.
Mais il y a des gens, qui sont pas faits pour s'entraîner sur un format low volume aussi. Tu vois, ça existe, hein, Ah ouais, c'est ça. c'est, Le low volume a fait ses preuves et le high volume aussi. ouais, Regarde, mais oui, Cutler, il est Olympia, il avait un volume de porc à l'entraînement, hein. C'est ça. après lui, il avait une génétique prédisposée. Donc forcément, ça aide. C'est sûr que moi, je serais plus tendance à dire l'intensité et plus que le volume, tu vois. Mais je pense qu'il faut un équilibre des deux, tu vois. Après, Ouais, le mais problème, c'est que tu peux pas le savoir. si tu prends concrètement, si tu prends le plus gros potentiel génétique qu'on a vu, Coleman, je pense que s'il se serait entraîné comme Jay, ou il se serait entraîné vraiment comme Dorian Yates, ça aurait été le même résultat. Ouais. Ouais, D'accord. il y a de fortes chances, ouais. Il y a de fortes Ah. chances. À un moment donné, tu as des mecs comme ça, de toute façon, faut même pas les prendre en exemple. Je pense qu'ils sont juste monstrueux. Un mec, par contre, comme Arash Rabar, là, Ouais, qui était men's physique et qui est passé classique physique, ouais. et qui est passé pro et qui a même compétitionné de ses premières compètes pro en tant que naturel. Le mec, lui, il a une approche plus intelligente parce que pareil, génétiquement, de base, c'est pas le plus doué. Donc, bah, il l'explique, hein. Il explique. Moi, il a commencé comme tout le monde avec Flex Magazine. Après, il est passé un peu plus sur du low volume parce que, bah, de toute façon, il fallait qu'il progresse. Et ça passait par une surcharge progressive. Attention, la surcharge progressive, c'est pas que le poids, c'est plein de choses aussi à côté, plein d'autres Non, il y a facteurs. plein de choses. Ouais. Et là, maintenant, comme il dit, bah, il a plus de 40 ans maintenant. Et là, il a dit, bah, je remets du volume parce que, bah, j'ai plus besoin comment dire, Je pense qu'il y a deux facteurs. Je pense qu'il y a le premier facteur où effectivement il a plus besoin de s'entraîner comme ça pour ouais, construire du tissu. c'est Mais ça. je pense qu'il y a aussi le facteur, et ça c'est le facteur Tendons, tout ça. voilà, le facteur vieillesse. Tu vois, il y a un moment, moi je pense que commence à m'en approcher. Tu vois, je vais prendre 37 moi, fin cette année là. Il y a des fois, il y a certaines séances. J'ai du mal à les encaisser, mais c'est pas sur mon système nerveux, c'est sur mon comment sur mon ossature, tu vois, je sens que le bassin, les genoux, tu vois, ça commence à être compliqué, tu vois. Et et il y a un moment, bah forcément, tu vas être obligé de t'adapter, hein, tu vois. Moi, j'ai voulu là reprendre un peu au back squat parce que c'est un exercice que j'avais un peu délaissé. Du fait d'avoir des fémurs assez longs et de pas être forcément prédisposé à squatter, tu vois. Mais c'est un mouvement où, tu vois, je m'éclate à l'entraînement. J'aime beaucoup ce mouvement parce que c'est un mouvement où j'arrive à me challenger. Donc du coup, j'ai voulu là récemment, ça va faire peut-être 2 mois, 3 mois, on va dire, réintégrer du back squat à l'entraînement. Donc j'ai redémarré avec une charge qui était peut-être 130 kilos, 150, 140 kilos sur le top set. Je suis arrivé à une charge de 165, 167 et demi, je crois, la dernière séance. J'ai les genoux, c'est pas possible, quoi. Ouais, bah, Les genoux, le tendon rotulien devant là, je pense qu'à un moment il va sortir, il va aller dans le miroir, quoi, tu vois. Donc, donc, bah, là, donc là-dessus, moi, je me suis pété le genou il y a 7 ans maintenant, en faisant un foot en salle. Du coup, c'est jamais revenu. Du coup, là, j'essaie depuis quelques temps que ce soit sur la presse ou sur le hack squat, de faire du reverse band. ouais, Et franchement, mais bah, je vois l'intérêt. Par contre, faut faire attention à l'ego parce que forcément, tu peux mettre plus lourd. ouais, mais c'est pour ça, hein, tu sais que c'est pour ça que tu vois beaucoup de pros faire du reverse band sur les hack squats. Mm. C'est parce que souvent c'est des mecs à force de avoir mis de la Ouais, tension sur les articulations, bah ils ont des problèmes de genoux à ouais, fond, ils ont des problèmes, tu vois, et c'est pour ça tu les vois tous quasiment là, hein. ouais, ouais, Les mecs les mecs qui font du hack squat sur des hack squat pré-corps où ils ont 7 ou 8 plates de chaque côté, et les mecs qui sont tous sur du reverse band, tu vois. Donc ouais, il y a pas c'est mal. pas Bah, d'ailleurs, les dernières vidéos de Yann Valier, tout ça, on les voit. ouais, bah ouais, mais Mais Yann, franchement, je suis sûr qu'il a les genoux, ils sont déglingués, hein, Valia. bah, en plus, il a jamais été aussi lourd, donc je pense que, ouais. Je pense que les articulations, elles en prennent un coup. Mais ça, c'est intéressant, ouais, de s'entraîner aussi. Là, ça rejoint le côté périodisation. C'est-à-dire Ah, que, la fameuse phase de deload.
Alors là, par contre, bon, ça, je suis pas trop fan de ça. Si je pense que si t'as envie de deload, là, c'est plus un problème psychologique des fois qu'autre chose. Ça Moi, je peut pense que l'être après, moi, enfin, en fait, c'est pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème psychologique, ni un problème de système nerveux, ni un problème de fatigue musculaire. Mais je pense que la deload, enfin, la semaine, les 8 jours, les 7 jours de deload, peu importe, on s'en fiche. Euh, il faut savoir quand même les utiliser parce qu'il y a un moment. Il y a forcément un moment où tu vas venir sur une séance où tu vas être moins bon que la semaine d'avant, tu vois. ouais, Donc mais si, donc si ça vient sur une séance, ok. Si ça vient sur 2 séances, 3 séances, c'est qu'à un moment, je pense qu'il faut même que tu saches te reposer. je suis d'accord. Soit il faut que tu saches te reposer et faire une semaine de deload et travailler avec des poids plus modérés à l'entraînement sur une semaine, ou alors soit, et là c'est à toi d'être dans l'analyse de ton entraînement, c'est que tu es arrivé à un stade où tu ne pourras plus progresser sur ce mouvement-là parce que tu arrives à ta limite, ta limite haute, en fait, tu vois. Mm. Euh, je vais prendre un exemple à la con. Si ça fait 9 semaines, 10 semaines, 11 semaines que c'est sur un PPL et que sur ta séance de push, par exemple, sur un développé militaire à l'haltère, avec des haltères de 55, 60 peut-être sur une série de 6-8. C'est pas parce que sur la semaine 12, 13, 14, tu vas redescendre sur des haltères de 53, 54, 52 peut-être, que ça veut dire que tu as besoin de deload. Ça veut tout simplement dire, à mon avis, que même avec 10, 15, 20 kilos de poids de corps en plus, tu n'arriveras pas à soulever plus que ça, tu vois. Tu n'arriveras pas à prendre les haltères de 60 et à faire 8 ou 10 Ouais, répétitions. mais tu vois, ça rejoint ce que je voulais dire, c'est que le deload, pour dire je fais du deload, c'est pas ça. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, et notamment ta capacité à récupérer. Si tu vois que tu es arrivé à un moment où de toute façon tu récupères plus tes charges, même sur ton exercice de plus un petit peu de le point power comme on dit, tu vois que même là ça diminue. Tu vois que ton cardio, tu le fais à reculons. Tu vois que le matin, tu te lèves à 10 heures, T'as déjà plus d'appétit. ton cerveau il est déconnecté, t'as plus d'appétit. Là, ok, là, pour moi, là, c'est important de programmer une semaine, 7, 8, 10 jours pour remettre un petit peu tout en forme, on va dire. Mais ce que je voulais dire dans la périodisation, c'était aussi ça, c'était de prendre en compte qu'il y a des moments où ton système nerveux, tu lui en as demandé beaucoup, tes articulations, tu leur en as demandé beaucoup. Donc là, tu passes sur des cycles, entre guillemets, où tu vas augmenter ta rep range, par exemple. Ou Ben, comme tu as fait Gauthier, tu rajoutes un peu du BFR, tu rajoutes des outils comme ça quand même qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant, hein, franchement, hein, non. qui te permettent d'optimiser ta récupération, de travailler sur des fibres un petit peu différentes, sur des angles différents, parce que tu peux aussi travailler là-dessus, tu peux profiter de cette période pour travailler sur des angles différents, enfin plein de choses comme ça. Je sais pas comment vous utilisez un petit peu ces périodes-là, mais moi je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi de regarder à long terme et de voir ce qu'on peut faire aussi à long terme pour en fait progresser, mais pas comme je disais, pas que sur ce spectre-là, mais sur l'ensemble du spectre en fait qu'on a. Moi, pour ma part, j'avais tendance si tu veux, j'enchaîne les entraînements et quand je me sens fatigué, je prenais mon jour de repos. C'est comme ça que j'ai fait l'erreur de Ouais. devenir de plus plus résistant à l'insuline parce que sur les jours où je m'entraîne, je suis en carb-up. Donc Mm. forcément, j'ai moins de deload en termes de carbs. Ouais. Et donc ça a été une erreur. Donc c'est pour ça que maintenant, je me force à périodiser mes jours de repos. Après, en termes de système nerveux, pour ma part, j'ai toujours eu énormément de force. Depuis le départ, je me suis toujours entraîné très très lourd. Mm. Je suis sur un système plutôt SST, je dirais, avec un split classique. Je suis pas sur du PPL. Donc du coup, une périodisation d'une semaine. Et c'est vrai que je ressens pas le besoin de faire des deloads pour le coup. Pour le moment, en tout cas. Après, je pense que c'est propre à chacun. Ouais, mais tu vois, là, par exemple, tu as rajouté le Blood Flow Restriction. Ça se trouve, ça va te permettre, bon, là, tu peux pas le savoir encore, mais ça se trouve, ça va te permettre d'augmenter plus ta récupération en apportant plus de sang aux muscles et donc plus de Ça, nutriments, donc potentiellement plus de récupération. ouais, je l'ai rajouté principalement
Un point que Darren voulait me faire évoluer, c'était les bras, notamment. Donc du coup, il m'a mis deux fois les bras dans la semaine, ou une où je suis sur une technique assez intense, et l'autre où c'est plus du volume. Et c'est sur cette partie volume où je rajoute les BFR pour venir apporter un petit peu le même travail que je ferais si j'étais en intense, sauf que j'ai pas besoin de pousser aussi lourd, quoi. Et du coup, ça permet, comme tu dis, cette récupération. C'est une récupération sans l'être, quoi. Mais Non, c'est ça, mais ça te permet aussi de travailler sur. Je pense que le fait de comprimer le muscle à un endroit, enfin en tout cas l'apport sanguin, mine de rien, tu vas travailler différemment. Donc concrètement, ça va peut-être te permettre, j'espère en tout cas, de progresser différemment sur ce muscle-là, tu vois. Ça se trouve, ton pic de biceps à la fin de 8 semaines de BFR, il sera différent de 100 BFR, tu vois. c'est ça. À un moment donné, quand on bloque sur quelque chose, sur un point faible ou autre, il faut vraiment se poser toutes les questions et c'était vraiment. C'est ça. Voilà. Puis on en a parlé ensemble de toute façon. Mais c'est comme moi personnellement, toi Greg, du coup tu disais que tu avais repris le back squat. Moi le back squat libre, je le fais plus. Je le fais plus parce que maintenant je me rends compte que pour mon genou ça devient trop dangereux. Parce que maintenant j'ai assez de machines en fait aussi. J'ai entre le vertical squat, le hack squat et quelque chose que j'aime beaucoup faire moi c'est le squat guidé parce que ça me permet, si t'as un bon guidé, parce que ça maintenant ça devient compliqué. Si tu as un bon guidé, ça te permet de bien focaliser sur les quadriceps, en fait. Ce que les gens savent pas trop faire. Quand je leur dis que tu fais du squat guidé, je comprends pas, j'ai mal au dos. Bah, si, je comprends très vite, moi, pourquoi. Filme-toi, envoie-moi, et déjà regarde avant d'envoyer, envoie-moi et dis-moi ce qui va pas. Et tu vas tout de suite comprendre. Bien souvent, c'est un problème, les gens qui ont des problèmes de mal de dos, que ce soit sur du guidé ou sur du back squat tradi, c'est parce qu'ils engagent pas les genoux avant d'engager les hanches, tu vois. Ils font une flexion de hanche. Voilà. Et donc, en fait, quand tu te retrouves à faire une flexion de hanche, tu te retrouves avec le buste écrasé sur les fémurs quasiment quand tu es dans la partie basse du mouvement. Et en plus, du coup, 95% de l'effort, il vient sur le fessier. Donc, au final, ça se transforme presque en good morning plutôt qu'en squat, tu vois. Et c'est des gens qui arrivent à avoir des pathologies au niveau des nerfs sciatiques ou des choses comme ça à force d'insister, alors que bien souvent aussi il y a l'ego et alors que de réduire un peu ta charge et de te forcer à engager les genoux avant de faire une flexion de hanche et peut-être parce que tu as une mobilité de cheville qui est pourrie, de venir mettre une cale sous tes talons mais encore une fois, tu vois, c'est ce que Gauthier disait tout à l'heure. Quand tu sais pas performer sur un mouvement ou quand tu arrives à un moment où ça va plus, où tu progresses plus, il suffit d'analyser, hein, c'est comme tout en fait, tu vois. Et une fois que si tu l'analyses correctement, normalement tu vas trouver une solution. Alors parfois il y a pas de solution, parfois c'est physiologique, tu peux pas aller plus, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure, moi aujourd'hui même avec 10 kilos, 15 kilos de plus sur ma structure, je pense pas que je sois capable de déplacer 10 ou 12 reps avec des haltères 60 sur un développé militaire, tu vois. Il y a des choses où tu peux pas progresser. Après, il y a des choses où tu peux progresser en analysant. Et puis, c'est ce que tu disais aussi. Aujourd'hui, on a plein d'outils dont on peut se servir, tu vois, pour soit venir rajouter une tension, soit venir soulager un moment en faisant du reverse band ou avec les BFR venir mettre une contrainte sur le muscle et de continuer à progresser, tu vois, encore un petit peu avant de devoir changer ton plan d'entraînement, changer tel mouvement ou tu vois. Mais après, le problème aussi des gens en général, moi je le vois avec les gars que je coach ou même les nanas. Ouais, Greg, quand est-ce qu'on change le plan d'entraînement? Mais en fait, ça fait 6 semaines, 8 semaines que tu es sur ton plan d'entraînement et pourquoi tu veux que je le change en fait? Tu vois, tu es en train de progresser physiquement, les proportions elles sont meilleures. Aujourd'hui, tu es encore capable de progresser soit sur ta rep range, soit sur ton poids, sur le poids que tu mets sur la barre, mais tu veux changer. Alors pourquoi? Ouais, mais je m'ennuie, j'en ai marre, je fais tout le temps la même chose. Ouais, mais alors, si tu t'ennuies,
c'est parce que à l'entraînement, peut-être tu mets pas suffisamment d'intensité, tu vois. Et quand tu commences à leur expliquer que, enfin, tu vois, changer un plan d'entraînement, moi personnellement, hein, quand on me fait une demande de coaching, je le dis, voilà, je fais mon blabla, je travaille avec WhatsApp, je fais ci, je fais ça, et j'ajuste la diète en fonction des bilans, et je change le plan d'entraînement toutes les 12 à 14 semaines, tu vois. Et c'est même pas une règle établie en fait, parce que j'ai des gens qui sont sur des plans d'entraînement, ils les ont depuis peut-être 4 mois, 5 mois, et ça leur va bien. Et moi, ça me va parce que je les vois progresser, tu vois. Bah, c'est le problème, et même moi, je suis le premier fautif. C'est que justement, pour contenter les gens, bah, c'est plus facile en tout cas de fidéliser quelqu'un en lui changeant son plan d'entraînement tous les 3-4 semaines, parce que le mec il est super content, ou la nana, super content parce qu'elle a l'impression que ça change, mais toi, à côté de Ouais, mais ça, tu peux pas faire ça sur un compétiteur, ça n'a pas de sens. non, mais même sur quelqu'un de lambda, tu vas perdre une partie, comment dire, euh, l'étalon, en fait, ce que j'appelle l'étalon, c'est-à-dire que, bah, en fait, tu sauras jamais, en fait, où t'en es vraiment, parce que tu changes toujours quelque chose. Ouais, et puis le problème, si tu veux, le problème, c'est que de changer, tu vois, si on repart sur le low volume, par exemple. Demain, je vais te changer ton PPL ou ton split sur le format low volume. Donc, je vais t'incorporer un mouvement. Je vais toujours parler des pectoraux parce que c'est facile, mais tu faisais pas de développer incliné 45 degrés au guidé, par exemple. T'en avais jamais fait avec moi jusqu'à auparavant, enfin jusqu'à présent. Je te mets ça dans ton plan d'entraînement. Tu vas pas me dire que les 2 voire 3 premières séances, tu vas trouver chercher tes poids et tu vas galérer à chercher tes poids. Et donc au final, tu vas avoir 3 séances. Donc pour ainsi dire, moi je travaille pas sur des formats à la semaine, je travaille sur des formats tu sais, au nombre de séances sur une rotation. Voilà, au nombre de jours avec des jours on, des jours off. Mais peu importe. Et même parfois 2 rotations, pool 1, pool 2, push 1, push 2. Enfin bref. Mais ça veut dire que le mec qui va chercher ses poids pendant 2 voire 3 séances, euh, il va perdre combien de temps? Il va perdre 2 semaines, 3 semaines avant de commencer à vraiment refaire des séries intenses et du travail effectif. Ouais, c'est ça. Donc si tu le fais, ça là, si tu le fais toutes les 4-6 semaines, c'est-à-dire que sur un laps de temps de 6 semaines, à chaque fois le mec il perd 2 à 3 semaines à revenir faire du travail effectif. Tu vois? Donc ça n'a pas de sens. Donc ça revient à ce qu'on disait au début, c'est là maintenant tu as augmenté le spectre. Donc là on était sur le nombre de reps qui n'était pas effectif, 50% à peu près. Et puis là, bah, du coup, en changeant de programme, comme tu dis, toutes les 4-6 Voilà. semaines, on a 50% aussi de l'effectif Voilà. sur les 6 semaines. Donc tu as 50% Voilà. de 50%. Voilà. Donc c'est-à-dire que le mec, au final, au total, sur un laps de temps de 8 à 10 semaines, parce que tu vas avoir changé son plan d'entraînement toutes les 5 semaines ou les 6 semaines, c'est-à-dire que potentiellement, il est capable d'avoir déplacé et d'avoir travaillé avec une intensité correcte et d'avoir fait des séries effectives 25 à 30% du temps. Et pour un peu que tu rajoutes le côté diète où il n'a pas été carré, bah, Oula. alors là, t'es tranquille. Le mec, en fait, il a régressé sur les 6 semaines, tu vois. Là, ça commence à Non, être mais c'est vrai. là. Si tu... Parce que Non là, mais on en a pas parlé, ou si on a parlé de la partie récupération, admettons, tu vois, bah, le mec, c'est pareil, là, il a vu que les boîtes rouvraient, il est reparti en boîte et tout. La semaine d'après, elle est flinguée. non mais tu sais, je te rassure, t'as même pas besoin d'avoir réouvert les boîtes, t'as même pas besoin d'avoir Ouais. tout ça. Hein. Moi aujourd'hui, sur 50 clients, je le sais. Après, comme je dis, hein, si ça les dérange pas de prendre la voiture, d'ouvrir le carreau et de jeter un billet par la fenêtre, moi c'est pas mon problème, tu vois. Maintenant, moi sur 50 clients, je sais que j'en ai plus de la moitié qui font pas 100% de ce que je leur dis de faire, tu Non, vois. mais oui. Mais déjà, si on était Donc, à 70%, ce serait bien. donc, tu vois, si ces gens-là, ils font pas ce que tu leur demandes de faire dans l'assiette, ou même peut-être qu'ils font dans l'assiette, mais ils font pas les 5 litres d'eau que tu leur demandes de boire parce que Greg, c'est compliqué, j'y arrive pas, je vais faire que de faire pipi, tu vois. Donc ces gens-là, tu leur enlèves le facteur diète, tu mets le facteur diète à 50% et tu mets le facteur entraînement à 25 ou 30%, et c'est ces mêmes gens qui 6 mois, même pas, pardon, 6 mois, c'est beaucoup trop, qui au bout de 3 semaines te disent, hey Greg, je comprends pas, j'ai pas progressé. Non, mais c'est vrai. Et déjà, moi, j'ai une remarque à faire, c'est que très peu d'athlètes ou de pratiquants de muscu plutôt
mettre quand même le point le plus important sur l'entraînement, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Ouais, bah, en fait, si tu veux, moi, ça, tu t'en rends vraiment compte. Je m'en rends vraiment compte avec les athlètes que j'ai dans mon proche, si tu veux. Parce que pour moi, un athlète, par définition, c'est quelqu'un qui sait mettre l'intensité, qui sait s'entraîner. Ouais. Et souvent, parfois, je vais pas dire souvent, mais parfois, j'ai été surpris, tu vois, à devoir me retrouver à aller m'entraîner avec des gens que je coach, qui ont déjà parfois concouru. Et bah, en fait, ils savent pas mettre l'intensité, quoi, tu vois. Ils savent pas mettre l'intensité, ils savent pas forcément garder la posture, ils savent pas forcément sortir de leur zone de confort et de se dire, vas-y, là, je vais me faire un peu mal, tu vois. Ouais, je pense il y en a beaucoup, ils viennent à la salle pour déplacer le poids d'un point A à un point B. Ouais, mais la vérité, c'est qu'il faut faire ça, mais il faut le déplacer avec tout le Oui, monde, il mais faut pas le déplacer, tu vois, voilà. faut pas le déplacer avec ton système nerveux, par exemple, parce que ça sert à rien. On Bah, ça, fait c'est pas du power. voilà, on fait pas du power, la voilà. question de pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est par plaisir? Est-ce que c'est par passion? Ou est-ce que c'est pour les réseaux sociaux, pour de la reconnaissance? Bah, maintenant, tu as tout, mais le problème, c'est que après, je vais laisser le côté réseaux sociaux pour ce que c'est. Pour moi, voilà, les gens quand ils font pour ça, c'est qu'ils le font pas pour la bonne raison. Mais des mecs qui aiment vraiment s'entraîner, ça n'existe pas. Ça existe plus peu. Il y en a pas. Moi, j'ai été formé avec des mecs, c'était des rugbyman, judoka, cyclisme sur piste. Les mecs, tu pouvais les emmener faire du ping-pong. Les mecs, quand ils étaient pour faire le ping-pong, ils étaient là pour s'entraîner, pour s'arracher, tu vois. Tu les Ouais, bah mettais ouais. sur un aviron, ils en avaient jamais fait de leur vie, mais Mais pareil, en ils allaient fait, si tu veux, s'arracher. c'est juste la mentalité et l'éthique de la personne, tu vois. Ouais, exactement. Euh, enfin, moi, je suis souvent avec ce mot-là parce que l'éthique, pour moi, c'est important. Et, et ces gens-là, souvent, même si c'est des gens qui ont déjà fait d'autres sports par le passé, c'est pas des gens qui ont performé parce que c'est pas des gens qui sont là pour gagner, tu vois. Ouais, Et, exactement. et cette mentalité de la gagne, cette mentalité de la performance, aujourd'hui, malheureusement, même dans le bodybuilding et même dans les bodybuilding des gens qui font de la compétition, bah tout le monde ne l'a pas, tu vois. Et sans ça, C'est plus une culture, on va dire, anglo-saxonne ou quoi. En France, c'est vrai qu'on n'a pas trop la culture de la gagne dans tous les sports. Non, non. tu vois, L'important, c'est de participer en France. moi j'ai fait du foot. Et moi j'ai joué au foot quand j'étais jeune. J'aurais pu parce que mes parents n'ont pas voulu. Je pouvais intégrer le centre de formation d'une équipe. Enfin voilà, mes parents m'ont dit hey, t'es mauvais à l'école, c'est pas la peine. Ensuite je suis parti à l'armée, je me suis mis à courir. J'ai couru 10 km en 32,50, donc enfin, si tu as des références, je peux dire que je courais très 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 vite, tu vois. J'ai fait du triathlon longue distance, j'ai toujours performé, enfin tu vois, j'ai toujours été dans la performance en fait. J'ai toujours été dans la recherche de la performance. Ouais. Aujourd'hui, maintenant depuis un certain temps, c'est du body. Bon, je suis pas fait pour ça, ok. Par contre, j'ai doublé mon poids de corps, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, aujourd'hui, j'ai démarré, je faisais 59 kilos. Bon, j'en fais pas 120, tu vois, mais Non. hors saison, je vais pas avoir de mal à être à 100 kilos avec une condition physique correcte. Bah, Donc, je pense que en termes de performance, c'est quand même plutôt correct, tu vois. le body peut te permettre de performer comment dire, par rapport à la course à pied, comme tu disais, bon, t'as pas de chrono. Bah, comme tu dis, ou comme on disait au début du podcast, si toi t'as envie de faire du stage, les juges ils vont pas te demander combien tu fais à la salle. Voilà. Donc ça te permet quand même de performer au niveau que tu as envie de te donner les Voilà, c'est moyens de ça. performer. Et après, c'est pareil, tu vois, et c'est pour ça que il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais Greg, pourquoi t'es retourné à l'IFBB et tout ça. Enfin, il y a un moment en fait, il faut aussi savoir rester à sa place, tu vois. C'est-à-dire que là cette année, si j'étais retourné à la NPC avec le physique que j'ai emmené à 78 kilos, mais je serais passé inaperçu, tu vois ce que je veux dire. Et et pour moi qui suis compétiteur, c'est hors de question. Tu vois, j'ai préféré, ok, mettre un peu mon ego de côté, me dire vas-y, je vais retourner un peu à l'IFBB parce que j'avais envie de me préparer, parce que je le fais pour moi et parce que c'est, enfin, tu vois, c'est dans cet objectif de compétition, de performance que voilà,
En fait, il aurait pas fallu que je me prépare cette année. Tu vois, il aurait fallu que je continue à grossir. Mais parce que je suis un compétiteur, j'ai besoin de la compétition, j'ai voulu me préparer. Donc, je suis retourné faire une compétition à mon niveau. Là, je prends suffisamment de temps. Je pense que je vais pas revenir avant l'été 2023 et je retournerai faire de la compétition en classique physique à la NPC, mais j'y retournerai pas pour pas qu'on me voie, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Alex, par rapport, tu vois, où chacun a sa propre perf dans le bodybuilding. Ce qui peut être intéressant, moi, je trouve, pour un adhérent, pour se permettre de motiver, c'est de tenir un carnet de bord. Mm. Tu vois, où au fur et à mesure, le gars, il garde ses performances. Soit la semaine d'après, tu as rajouté une reps, soit tu as rajouté un petit peu de poids sur la barre. Mais ça te permet aussi d'avoir quelque chose qui te motive et qui te permette d'avancer. Ouais, moi je suis pour et je le conseille aussi. Et après, au fur et à mesure, suivant la personne, j'essaye de lui dire, OK, ben là, tu marques ton nombre de reps, tu marques ton nombre de sets. Mais maintenant, il faut que tu marques aussi ce que tu as fait avant. Il faut que tu marques aussi comment tu as récupéré la nuit d'avant. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Un logbook, moi, je trouve que c'est très bien, comme tu dis. Ça te permet de te motiver, de savoir où t'en es, parce qu'il y en a, il y a des personnes, et ça, c'est pas forcément de leur faute. Ils arrivent à la salle, ils savent pas ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Ou ce C'est qu'ils pas, vont faire. Ils et ce savent qu'ils même vont pas faire. est-ce qu'on Donc, fait les poids. avec un logbook, déjà, tu squeezes cette partie-là. Donc, mentalement, déjà, tu arrives à être plus focus sur ta séance dès que tu arrives. Et puis après, bah, comme je dis, ouais, ton logbook, en fait, c'est une bible que tu peux construire tous les jours en rajoutant quelque chose que tu n'avais pas pensé. Putain, mais aujourd'hui, j'ai mis les fat grip. Aujourd'hui, ma technique, elle était mieux parce que sur mon développé, j'ai réussi à mettre plus mes coudes dans cette position, ce qui fait qu'en fait, j'ai senti direct mes pecs. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça que tu peux rajouter sur Ouais, un mais ça, logbook. tu vois, ça justement, ça fait partie du cadre que tu dois forcément avoir quand tu veux faire du low volume. Bah, ouais, Euh, Parce que si t'as pas ce cadre-là, c'est pas du low volume. Enfin, ouais, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je te parlais des barres d'échauffement, par exemple, mais on peut aussi parler du réglage du siège, du hauteur ouais. du siège sur la machine. Parce que moi, j'ai des mecs à qui j'ai donné des séances low volume à faire et où je me suis retrouvé à aller les faire avec eux. On arrive sur un banc de développé épaule, par exemple, tu vois. Le gars, il se met dessus, je lui dis, tu règles ton siège à quelle hauteur? Ah, peu importe, Non. tu vois. Ouais. Bah non, pas peu importe en fait, tu vois. Donc, euh, donc en fait, le logbook, que ce soit pour tes poids, que ce soit pour les contraintes que tu vas toi t'imposer ou les contraintes que la vie va t'imposer, c'est-à-dire une nuit où t'as pas dormi ou je sais pas un problème où t'as loupé un repas parce que t'as vraiment eu une galère ou je Ouais, sais parce qu'il y pas, a le tu vois. boulot, ouais. Voilà, si t'as pas tous ces facteurs-là, bah déjà tu peux pas dire que tu fais soit de la surcharge progressive, soit du low volume en fait, parce que à chaque fois que t'es à la salle, t'es pas dans les mêmes conditions que la fois d'avant. Ou Bien comme sûr. tu disais aussi Gauthier, là par contre, il peut y avoir, ça peut être là l'intérêt des réseaux sociaux, c'est bah, tu documentes pour documenter. Tu documentes pas pour les vues, tu documentes pour documenter, Ouais, et ça il peut y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ouais, dans leur story tous les jours, qui postent leurs mouvements, qui postent leur séance en entière parce que ça leur permet la semaine d'après de venir ouais, voir que ah tiens là mon buste il était un petit peu plus exactement. incliné, ou j'avais les coudes un peu plus rentrés, tu vois. Et Moi, ça me dérange pas mais bon, quand c'est comme ça. Ouais. mais bon, le problème, en fait, si tu veux, c'est que bien souvent, les gens, ils savent pas analyser la chose, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me dire, ouais, putain, Greg, je fais du développé à telle machine, je sens pas mes pecs, je prends tout dans les triceps, j'ai les épaules qui me font mal, enfin. Ouais. Et t'as beau leur dire, ouais, mais attends, faut revoir ton placement, il faut que tes coudes y soient à 45 degrés, parce que s'ils sont comme ça, tu prends tout dans le delto, euh, et Ouais. tu vas leur dire une fois, ils vont le faire, et la fois d'après, le gars, il va te dire, ah, putain, j'ai encore de nouveau mal aux épaules. Ouais, mais est-ce que tu as encore contrôlé la position de tes coudes, tu vois? Ça me fait rire parce que j'ai un mec là qui est à la salle, mais alors je le coach pas, hein, c'est juste on s'entend bien, on discute bien. Et puis en fait, il a le tendon bicipital qui est assez inflammé. Et sur la séance PEC, quasiment, il fait tout le temps la même chose. Et c'est que des machines Hammer Strange, mais il fait que les développer, que du développé. Bon, déjà, je lui ai dit, c'est peut-être un peu moyen si t'as mal, si t'es vachement Bah, inflammé, si si ça, tu sens que... bah oui. Et en plus de ça, il s'obstine.
à faire, tu sais, la hammer strength qui est couchée avec une petite inclinaison là. Ouais, comme ça. Ouais. Sauf que lui, il arrive dessus, il a pas la morphologie qui est faite pour. Moi non plus. Dessus, c'est direct. Faudrait que je prenne plus large. Je peux pas parce que les manchons s'arrêtent. Donc en fait, je prends tout dans les épaules, ça me détruit. Donc j'ai arrêté de la faire. Tu vois, j'ai essayé, j'ai arrêté de la faire. Et je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, tu vois, je pense que concrètement, la machine, elle est pas faite pour toi. Je lui ai expliqué, machin et tout. Ouais, putain, c'est vrai que t'as raison et tout, machin et tout. Et puis en fait, il continue de la faire tout le temps, tu vois. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas d'introspection sur eux. En fait, déjà, structurellement, il faut savoir si t'es fait ou pas pour ce Ah ouais. sport. Déjà, on n'est pas tous faits pour squatter, pour faire du deadlift. T'en as qui va être longiligne, bréviligne. Donc tout ça, ça se travaille. Il faut faire le mouvement sur lequel tu vas évoluer. Si déjà les gars ils veulent changer d'entraînement toutes les 2-3 semaines, pour moi l'idée c'est de tenir un entraînement sur du long terme avec un mouvement qui te convient à toi. Si tu fais quelque chose qui ne convient pas à ta structure, les gars ils s'étonnent que l'année d'après ils ont toujours pas de pec ou Et puis qu'en plus de pas avoir de pec, ils ont mal au coude. Ouais. voilà. Donc forcément quand t'as des avant-bras relativement longs, t'acharner sur du développé couché, ça va forcément étirer les épaules vers l'arrière. Et les gars, ils vont finir avec des blessures sur les épaules. Mais pour ça, je sais pas si vous regardez ce que fait Mike Van Wyck, Big Mike, sur YouTube, il fait pas mal de vidéos. Celui qui coach au Canada, là. Ouais, Ouais. et il a vraiment une approche qui est intéressante là-dessus. C'est ce qu'il explique. C'est au bout d'un moment, faut arrêter de faire les neuneux. Il faut réfléchir à ce qui convient pour toi, pour que tu performes musculairement, tu vois. Et là, j'avais vu une vidéo, il expliquait par exemple, pourquoi vous ajoutez toujours des bandes si vous êtes même pas capable de vous ajouter des bandes sur un développé, par exemple, à 20 kilos, alors qu'il suffirait, par exemple, soi-disant pour ajouter de la tension, de mettre plus lourd et la tension, tu l'ajoutes toujours. Il prenait aussi l'exemple du développé militaire. Il disait, pourquoi vous vous mettez sur une machine, sur un guidé qui ne bouge pas, qui est strict et qui vous impose du coup une position alors que vous avez mal au coude, alors que tu peux faire la même chose avec les haltères, où ton coude va pouvoir se placer naturellement dans une position qui est bénéfique pour ton développement des deltoïdes et pour ta santé des tendons, à la fois, ça peut être le coude ou tendon bicipital. Donc, je trouve que voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. On fait du bodybuilding, on fait pas du social building ou du powerlifting ou du machin, tu vois. Et ça, les gens ont un petit peu de mal à faire la part des choses, je pense, là-dessus. Mais comme tu dis, Gauthier, ça demande de l'introspection. Ça demande aussi d'être capable de sortir un petit peu de soi, de prendre du recul, de regarder ce qu'on fait, de se dire, de toute façon, là, je vais dans le mur. D'être autocritique. Ouais, mais c'est compliqué. Moi, par exemple, je m'entraîne depuis 2011 non-stop, mais ne serait-ce que, je sais pas, je vais te sortir un exemple, un rowing bar. À chaque séance, je réfléchis à comment l'optimiser encore et encore. Alors que pour moi, la technique, je l'ai, tu vois. Mais ça se travaille. Tu vois, c'est l'exemple que je t'ai envoyé. On s'était envoyé les stories là-dessus, là, depuis que j'ai reçu la T-Bar de Prime. Donc, j'ai fait une première fois. J'ai fait que les prises angles. Ah, j'ai dit, bon, là, c'est pas mal. Là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, là, maintenant, je vais mettre les vrais poignets Prime. Ça, j'ai dit, waouh, bien mieux. Mais j'ai quand même réfléchi pour l'optimiser encore. Et là, cette fois-ci, du coup, maintenant, je sais qu'il faut que je mette 2 plaques de 10 en dessous pour que je gagne de l'amplitude, pour que je recrée ce rowing. Et là, tu vois, je suis en train de me dire que là, je suis quand même pas mal, tu vois, en termes. Je vois pas ce que je pourrais trop améliorer de plus. Donc, il t'a fallu 3 séances, à peu près. Il a fallu 3 séances. Ouais. Mais ça, qui va le ça, faire? c'est toujours, tu vois, c'est un peu, en ce moment, c'est beaucoup Cuba qui parle de ça aussi, tu vois, sur les séances de back. C'est comme les gens qui sont là en train de te dire, je fais la séance de dos, et qui sont incapables de faire la différence entre par back et lats, par exemple, tu vois, au niveau de leur placement, parce que tu sais que, sur un même tirage, tu peux, selon le positionnement de ton coude, de ton épaule, l'ouverture de ta main ou quoi, venir travailler upper back ou lat, ou même parfois lower carrément. Ouais. Et ça, les gens, voilà, c'est pareil, c'est de l'analyse du mouvement, c'est parfois être obligé de se filmer pour voir, de se mettre même en débardeur ou torse nu et de voir si tu as une
une inversion de la scapulaire, voir si tu engages le trapèze, si tu viens solliciter. En fait, mais les gens, ils savent pas faire ça, tu vois. Non, Les gens, mais ils après, savent c'est pas faire aussi ça. pour ça qu'ils prennent des coachs. Mais après, faut avoir la capacité d'écouter et il faut avoir aussi la capacité de ne pas écouter, je pense, ce qu'on peut voir, ce qui est mainstream des fois. Parce que un autre exemple, c'est sur les nanas. À un moment donné, elle faisait tout, tu sais, sur le cadre guidé, elle se mettait à genoux là comme ça et puis elle faisait juste Ouais. ça là. Bon, bah, à un moment donné, il faut aussi réfléchir et se dire, ça fait 6 mois que tu fais de la muscu, c'est pas parce que Michelle Lewin, elle le fait Non, que toi, tu vas progresser avec ça. Attention. non, non. Et, Non, parce qu'en fait, ça, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui peut être bien pour des gens qui ont déjà beaucoup de muscles. il faut Tu avoir du vois. muscle. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, il En faut fait, aller, c'est des gens. En fait, tous ces mouvements-là, c'est des mouvements qui peuvent être très bien pour des gens qui ont déjà beaucoup voilà. de muscles et qui ont la capacité de contracter volontairement leurs muscles. Avoir Tu une vois. muscle connection qui est déjà développée. Moi, Voilà, parce que venir faire un mouvement comme ça, si tu as les fesses plates et que t'as pas de muscles, il va rien se passer, tu vois. j'en avais parlé avec Manon Verger, MN Fit, là, sur Instagram, Ouais, ouais. parce qu'on s'entraîne à la même salle et on s'entend bien. À un moment, elle s'est mise à faire sur le cadre guidé de la presse inversée. Ouais. Et du coup, tout le monde s'est mis à le faire. Donc, du coup, en plus, ça, je lui ai dit, par contre, faut que tu arrêtes en rigolant. Je lui ai dit, parce que comme ça, ils ont cassé le cadre guidé à cause de ça. Mais en fait, les gens comprenaient pas que elle peut le faire. Ça a du sens dans ce qu'elle fait parce que ça fait plus de 10 ans qu'elle s'entraîne, parce qu'elle a des cuisses que les gars de la salle aimeraient peut-être avoir parce ils ont pas les mêmes Tout cuisses qu'elle. simplement parce qu'elle arrive à se connecter avec son muscle. Tu Voilà, vois. parce qu'il y a une cohérence dans ce qu'elle fait. C'est comme les gens. Bon, moi, j'ai encore un peu le problème avec ma femme là. Bon, je reviens toujours sur cette fameuse séance de dos, mais tu sais, c'est comme les gens qui te disent ouais, je comprends pas. Putain, Greg, j'ai mal au biceps, quoi. Tu vois. Ouais, Eh, ouais. j'ai les bras, ils sont congestionnés. Et par contre, mon Ou dos. les épaules, surtout sur le dos Ouais. aussi. Mais ils partent, ils ont l'épaule Par qui est contre, déjà décrochée, tu vois. mon dos, je sens rien du tout. Ouais. Eh, je peux te garantir que moi, je fais 2 séries sur un lat pull down close grip ou même sur un unilatéral. Je peux te dire que je sais déjà que mon grand dorsal, Mm. il est plein de sang, hein, tu vois. Donc, voilà, c'est encore une fois, c'est un problème souvent c'est un problème de connexion et c'est aussi un problème d'ego parce que souvent il y a beaucoup trop de poids, tu vois. Mais tu Et vois, là, c'est quelque chose qu'on devrait s'inspirer, par contre, pour le coup, de l'haltérophilie. Parce que ah bah l'haltérophile, tant qu'il a pas la technique, il met pas de poids c'est sur la ça. barre, hein. Voilà. Il est dans un processus où il va faire la même chose pendant des années pour que cette chose, il parte de X% de réussite à même pas 100%, à 120% de réussite. Et c'est ça Ouais, qui va ouais. lui permettre de performer. Et c'est ça qu'il Donc, faut moi, que je viens d'en récupérer une là récemment là, euh, qui est, qui fait de l'haltéro, qui fait du strong et qui fait du power. Et à la base, sa discipline de prédilection, c'est le power, tu vois. Et elle vient de se mettre depuis à peu près un mois là à l'haltéro. Et bah elle a comme c'est une athlète et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'introspection et le fait de sortir de son corps pour se regarder, tu vois. Mm. Elle arrive, elle, malgré qu'elle soit très forte, tu vois, parce que c'est une nana qui est capable de squatter à 160 kilos sans équipement, tu vois. Et ben elle est là avec une barre, un snatch à peut-être 85 ou 87 kilos, donc ce qui est rien hein, pour elle, parce que ça lui fait un front squat rigolo, quoi, tu vois. Elle arrive à, justement, via cette introspection, à pas mettre le poids sur la barre et à être obligée de passer par de la technique, tu vois. Alors que le poids qu'il y a sur sa barre, c'est pour elle, c'est rien du Ah tout, ouais. tu vois. Ouais, mais là, c'est là qu'on voit les gens intelligents. Même Du toi, coup, Gauthier, je vois que sur ton soulevé de terre, on voit qu'il y a ouais, Non, Gauthier, il a voulu se remettre au soulevé de terre parce qu'il était moins fort que moi, mais ça, il te l'a pas dit. ouais, il me l'a caché, ça. te rattrape doucement. Non, mais tu vois que voilà, les séances, elles Et sont. moi, je me suis remis au back squat parce qu'il est plus fort que moi, donc c'est pour ça, j'essaie de le rattraper. Ouais. Ouais, après, c'est les avantages et inconvénients de s'entraîner chez soi, du coup. T'as pas le choix de retourner sur des exos basiques aussi, donc. Ouais, mais pour moi, c'est un avantage de pas Ouais, avoir le bah choix. ouais. Après, après, moi, je suis content
comme je disais, que sur les quadris, je puisse avoir accès à des machines qui me permettent d'éviter ça. Et encore que Ouais. quand je vois ce qui existe aux États-Unis, au Canada, même en Angleterre, je me dis bon, ça serait bien qu'en France on ait des salles qui investissent sur autre chose que du Matrix, quoi. Après, en termes de quadri, pour moi, c'était la priorité dans ma salle, tu vois, parce que pour moi, une salle qui est bien équipée, c'est une salle qui est équipée pour les quadris. Ouais. C'est la première Parce chose que je fais quand je vais dans une nouvelle salle, c'est les quadris. Comme ça, je sais ce que que vaut la salle. tu peux t'en sortir avec une barre, des haltères, un tirage lat pull down. Mais Mm. pour les quadris, c'est quand même particulier. Il te faut au minimum un leg extension, leg curl. Ouais, mais Moi, je c'est me suis. pareil. Le leg curl, je sais pas vous, le leg curl assis de Technogym, il est infaisable ce truc. Quand tu veux performer dessus, quand tu veux avoir le mec, Non, le mais il n'y a pas que truc, celui-là, hein. tu sais, ouais, peut-être le Matrix aussi, il te pète les genoux à cet endroit-là, alors que comment dire, l'attache ou le support devrait être sur tes quadris, il devrait être sur tes vastes, et pas, il devrait pas être sur tes, Non, mais de toute façon, sur tes tibias. concrètement, chez Technogym, que ce soit leg curl assis, leg allongé, enfin la leg curl ou leg extension, les trois machines, c'est de la merde, hein. Tu vois. Ouais, bah après le reste j'ai du Hammer Strange, donc je le fais pas trop. Mais... Bah, si t'as un lying leg curl hammer strength, je pense que t'as un des meilleurs sur le marché, tu vois. Enfin, en tout cas pour moi, Mm. c'est celui qui est cassé un peu comme ça là. Ouais, il est cassé, et puis du coup, en fait, t'es pas droit. Quand tu pars, t'es un petit peu comme ça, du coup. Ouais, bah, Donc, ce celui-là, qui je fait pense que, que c'est un des meilleurs sur le marché et j'en ai essayé un. C'était quelle marque? moi, celui que j'aime beaucoup, c'est, de Hammer Strange, c'est le debout un par un. Je trouve qu'en termes de sensation, celui-là, il est terrible, quoi. Avec les plaques que tu mets comme ça. Moi, il est à disque. J'avais fait celui à plaque, Ouais, à l'époque chez Thierry Taché. Et puis là où je suis maintenant, c'est le même, mais en fait, c'est à charge. ouais, ouais. Non, franchement, Et celui-là, après, il est très bien. pour le leg curl, c'est à l'halter. Leg curl halter couché, il est mortel celui-là. Ouais, j'ai un peu de mal, Ouais. moi. Bah, moi aussi, j'ai un peu de mal à tenir l'haltère en fait. Mais par contre, c'est vrai que j'ai des bonnes sensations. J'ai des bonnes Je, sensations, mais moi, c'est plus au niveau du genou, justement, vu que j'ai ce genou un peu, Il euh, faut que tu mettes une serviette pliée sur les genoux. ouais, mais même, en fait, si tu veux, à chaque fois que je fais une flexion ou une extension, il craque. Donc, même si D'accord. j'ai de la serviette, c'est un peu chiant. Donc, je suis obligé de faire assez attention là-dessus. bah, tu vois, le leg curl hammer strength est très bien. Matrix, leur leg curl assis, c'est de la merde. Leur leg extension, c'est de la merde. Par contre, le lying leg curl Matrix, il est très bien. Enfin, en Ouais. tout cas, pour moi, tu vois. Et ma femme, pareil. On a été faire une séance chez Basic Fit parce qu'on n'avait pas le Ouais. choix, là. Euh, je sais plus, il y a 3-4 jours, je crois, de jambes. Et bah, on a trouvé ce fameux leg curl, enfin, le lying leg curl Matrix très bien. Par contre, le assis, de la merde. Le leg extension, je t'en parle pas. La presse 45, le plateau, il est comme Ah ça. ouais, Si non, t'as mais, pas si t'as pas les chevilles en chamallow, t'as aucune flexion de genou. ouais. Donc, Puis le plateau est petit, si je me rappelle bien aussi. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et tu pars, t'es quasiment déjà couché au sol, un truc dans le genre. Ouais, c'est quasiment une Ouais. position de presse un peu verticale comme ça, c'est bizarre quoi, tu vois, Ouais, je me t'es rappelle de. vachement et puis tu vois même enfin tu vois le réglage, le verrouillage du plateau, soit il est trop bas, soit c'est trop haut, enfin de toute façon c'est pas une gamme de moi j'y ai travaillé hein, chez Basic Fit et j'étais team leader dans un Basic Fit pendant 6 mois en 2017 là. De toute façon c'est bien simple, hein, je m'entraînais pas dans cette salle Ouais. parce que d'un point de vue comment ergonomie, enfin cette gamme Matrix là, ça va pas du tout. Non. Ouais, non, mais c'est du bas de gamme, hein, faut pas se mentir. Ouais, Moi, personnellement, je me suis jamais entraîné dans une chaîne. Ça a toujours été des petites salles de village ou autre. Jamais Je trouve que ça casse un petit peu le. Déjà, t'as un côté tout bête, hein, c'est quand tu rentres dans la salle, t'as intérêt à être motivé pour te mettre focus dedans. Parce Ça. que dans ces salles-là, faut pas les chercher. Les gens ne vont pas chercher la performance dans ces salles. non, Donc toi, si t'arrives et que t'es dans ton mood, comme il dit Guy Cesternino, là, que avec la capuche, enfin que t'es vraiment dans ton mode, dans ton mood,
C'est compliqué. Hein. Compliqué. T'es un extraterrestre là-dedans et puis les gens comprennent pas ce que tu fais en fait, tout simplement. Mais c'est bien parce que je pense qu'il faut, voilà, ça permet aussi à des gens, à toute personne de pouvoir s'entraîner. Donc ça, il y a ce côté-là. Après pour Ouais, les moi, je suis assez d'accord avec toi. Ça permet aux gens de s'entraîner. Après, le problème, si tu veux, c'est que, alors moi, j'ai jamais été aux États-Unis. J'aimerais bien. Mais tu vois, des chaînes de fitness low cost entre guillemets aux États-Unis, il y en a sûrement. Ouais. Mais le problème de la chaîne de fitness low cost française, donc bah forcément, c'est Basic Fit. C'est quoi le matériel, c'est pas bon, tu vois. Je sais pas, hein, j'ai jamais été aux States, tu vois, mais je suis pas sûr que même dans une chaîne low cost tu retrouves Non. du. Bah écoute, tu sais, il y a la chaîne, j'y avais été, putain, elle est violette, elle avait fait le buzz parce que tu sais, t'as des gros panneaux marqués si tu cries, si tu es un débardeur, si t'as je sais pas quoi, t'es viré de la salle. Et en fait, Mhm. les gens peuvent appuyer sur un bouton si t'es en train de faire ce genre de choses et t'es vraiment viré de la salle. Et il y a pas mal de vidéos là-dessus, peut-être un peu anciennes maintenant. La marque, putain, je me rappelle plus du nom de cette chaîne aux États-Unis. Et tout est violet et tout. Mais en fait, moi, j'y avais été parce que ça m'avait dépanné quand j'étais à l'Arnold Classic. Les équipements sont fous. Les équipements sont Ouais. fous. Tu dis, mais Ouais, en fait, c'est même dégueulasse de donner, comme on dit, c'est donner de la confiture au cochon, parce que c'est des gens qui s'entraînent là, dans ces salles-là vraiment, ouais, c'est l'américain moyen obèse, hein, et en fait, il a potentiellement quasiment enfin, nous en France, on rêverait d'avoir des machines comme ça dans nos salles, tu vois. bah, concrètement, en France aujourd'hui, des salles où tu t'éclates vraiment avec du matériel de qualité. Je pense que tu peux les compter sur les doigts allez, 2 mains peut-être, tu vois. Après, il y en a peut-être qu'on Euh, connaît pas parce qu'il y en a qui, comme disait oui, alors Gauthier, après, il y a des assos ou des choses comme ouais, ça qui peuvent te surprendre, tu vois. mm, Mais le problème du fitness français low cost, c'est ça. Je pense que le problème du fitness français low cost, c'est que tu te retrouves sur des machines avec des ergonomies de merde, et du coup, au bout d'un certain temps, t'as des gens qui ont des pathologies aux épaules, au bassin, tu vois. Et du coup, ça fait pas bonne publicité au fitness en France. Et déjà que le problème du fitness français, euh, enfin, du bodybuilding français, l'image, elle est déjà pas cool, tu vois. ouais. Euh, et après, tu te retrouves avec des salles comme ça où le matériel est médiocre et où, en plus de ça, l'encadrement est absent. Il y en a pas concrètement. Ah, il y en a pas. Euh, Parce que moi, pour y avoir travaillé, la consigne quand tu travailles chez eux, c'est surtout si tu vois quelque chose qui est pas bien fait, tu dis rien. Tu vois. Parce qu'ils te vendent une application et que du coup, bah, tu vois, si tu vas corriger quelqu'un, lui dire de faire ceci ou cela, le gars, il va pas acheter l'appli. Enfin, tu vois, on n'est pas dans la bonne mentalité, je pense. On n'est Non, pas dans la bonne. on est dans une approche commerciale et puis voilà. Voilà, c'est du commerce. Mm. Voilà. C'est un peu, c'est ce que j'ai, enfin, c'est un peu le problème qu'on a aussi sur le complément alimentaire. Hein, tu vois, on est sur une approche commerciale où on veut vendre pour vendre et où on s'en fout de vendre soit des trucs inutiles, soit des trucs mal formulés, alors que en soi, et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, en investissant dans les bons compléments, ça te reviendra pas forcément plus cher. Par contre, d'un point de vue physiologique, tu vas comprendre la différence, quoi, tu vois. Mm. Bah, écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un autre podcast sur peut-être justement les compléments et la diète, et puis Ouais, peut-être aussi un autre un peu sur la pharmacologie plus tard, ouais, parce que je pense ouais, qu'il y a moyen de parler pendant un moment. Donc là, je pense que ouais, ouais, sur l'entraînement, déjà, on a fait un petit tour. On pourra suivant les retours aussi répondre aux questions, parce que s'il y a des questions, bah, je pense que tous les trois, on sera à même de répondre et on le fera avec plaisir. En tout cas, pour le premier podcast, bah, je pense que voilà, c'était assez sympa. Donc, bah, merci à tous ceux qui vont nous écouter. Merci à vous, à tous les deux ouais, aussi merci. Ouais. d'avoir répondu présent. Et puis, bah, du coup, à très vite pour un autre podcast. Ça marche, y a pas de souci. Ciao Greg. Salut Gauthier, à bientôt. Ciao.